YouTubiens et YouTubiennes, bonjour. Alors pour vous, c'est le début de cette vidéo. Pour nous, on a déjà parlé 1h24. Voilà, j'ai pris le live, sachez-le. Donc là, on est sur YouTube, mais c'est une rediffusion du direct sur Twitch. Bon, vous commencez à comprendre et à connaître. Et voyez, pour vous dire, quand même, pour vous donner un aperçu de ce que sont ces matinées, tous les lundis, mercredis et vendredis matin, le Café Rhétorique sur Twitch, en direct, gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez, vous aussi, avoir 1h24 d'introduction. J'ai pris le live en disant, les amis, on va pas faire trop long sur l'introduction parce que je suis fatigué, faut que j'avance et puis je joue ce soir au théâtre. 1h24 plus tard, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé d'algorithmes, on a parlé de tout et n'importe quoi, bref. Mais c'était intéressant quand même. Donc c'est le moment de dire bonjour YouTube, voilà. Mon monteur PEMF qui fait la loi, vous savez, moi je ne suis finalement je ne suis qu'une voix, mais celui qui est responsable de l'image, c'est PEMF évidemment. Donc mon monteur me dit d'engueuler mes spectateuristes YouTube, viewers et viewers, car manifestement vous ne vous êtes pas abonnés. Alors mettez la cloche, abonnez-vous, laissez un com. Voilà, comme ça, Pemf sera content et il arrêtera de m'engueuler sur Discord. Comment je suis balancé sous les roues du bus. Voilà, moi, vous savez, je ne suis qu'amour. Si ça ne tenait qu'à moi, YouTube, je te dirais, voilà, si tu veux rester ici en passager clandestin, si tu veux, voilà, venir regarder un peu sans t'abonner, mais c'est très bien, fais-le. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai un monteur qui est exigeant, qui a l'œil sur les statistiques et qui me fait remarquer que 67% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Alors, qu'est-ce que vous faites, hein? Moi, je fais que mute les gens dans les coms. Oui, bref, voilà, bon, bienvenue YouTubiens et YouTubiennes, peuple de YouTube, vous commencez à comprendre, à connaître, abonnez-vous si vous le voulez. Pardon, c'est les allergies évidemment, les pollens qui sont de retour. Voilà, oui, tout à fait. Bon, on avance. Alors, évidemment, on va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé, autour. Hop là, attendez, j'essaye de, voilà, hop. On va parler de ce qui s'est passé autour du salon de l'agriculture, bien sûr. Mais avant cela, on va parler de, bah, c'est un peu lié, hein. On va parler de la une Focus Mage. Pourquoi est-ce que je peux pas ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Ouais, c'est moche, c'est moche. C'est moche, madame. La Marseillaise Macron. Hop, image. Voilà, parfait. Attendez, on va même faire outils, taille, grande taille. Hop. Tiens, on va sur le site de France Info, c'est très bien. Soyez rassurés, vous êtes... Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Vous êtes sur un stream de professionnels. On va parler, bien sûr, hop là, de cette une de la Marseillaise. C'est, je plaide coupable, je n'étais pas abonné. On va parler de cette une de la Marseillaise, bien sûr, alors que s'ouvre le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron face au syndicat agricole MODEF, donc au salon de l'agriculture, ou auparavant, d'ailleurs, je ne sais pas, on va lire l'article de la Marseillaise, avec cette citation en une. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. Fin de citation. C'est le retour du mépris de classe. En tout cas, si on en croit cette citation, c'est important, car elle a été démentie par la suite. Mais si on en croit cette citation, c'est le retour du mépris de classe. Rendez-vous compte, les smicards, alors toujours cette expression qui est intrinsèquement, on l'a dit, hein, le suffixe art, qui, en certains contextes, pas toujours, mais le suffixe art possède un caractère méprisant. Évidemment, hein. Quand vous dites les macronards, tout le monde voit bien que c'est beaucoup plus méprisant que les macronistes, évidemment. Les droitards, tout le monde entend le caractère méprisant du terme. Et évidemment, ça n'est vrai que pour certains mots, mais même les thésards. Alors les thésards, ça s'est imposé aujourd'hui comme quelque chose de naturel et d'admis. Mais thésard, à la base, c'est assez péjoratif quand même, hein, beaucoup plus que doctorant, par exemple. Vous voyez, les politicards, évidemment, tout le monde entend le caractère péjoratif. Donc, le mot smicard, qui est le mot employé par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron parle des gens qui sont payés le SMIC,
des personnes au SMIC, il ne dit pas personne au SMIC, il dit les smicards. Donc déjà, de la part de ces Françaises et Français qui vivent avec le SMIC, avec le salaire minimum, qui donc vivent chichement, voire vivent durement, s'entendre qualifier de smicard par le président de la République, avec tout ce que ça comporte de mépris et de regard de haut, me semble-t-il qu'on est en droit d'hausser un sourcil. Mais, et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant parce que ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit, chez Emmanuel Macron, quand il dit les smicards, il y a quelque chose de péjoratif. Il y a quelque chose déjà dans l'emploi de ce terme par le président de la République du mépris de classe. Le fait que Emmanuel Macron emploie ce terme interview après interview, j'avais dit, souvenez-vous, c'était il y a plusieurs semaines déjà, on débriefait, je m'en souviens, sa grande conférence de presse dans laquelle il a employé ce mot, les smicards. Et je vous avais dit, il y a quelque chose de péjoratif dans ce terme, il y a quelque chose de très méprisant d'entendre ce mot dans la bouche du président de la République. Hop là! Et voilà! 3 semaines plus tard, les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. Bah alors les pauvres! Eh ben alors les pauvres, on préfère avoir un abo Netflix plutôt qu'acheter des légumes et des fruits bio pour les enfants. Bah alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, et ensuite on vient se plaindre, ensuite on vient dire que la vie est difficile, qu'on a du mal à faire manger les enfants, alors qu'on a pris un abonnement Netflix. Est-ce qu'on n'a pas perdu le sens des priorités? Hein les pauvres? Il serait temps quand même de se réveiller là. Bah alors les gars, bah qu'est-ce que c'est que ça? Bah, allez, on me résilie Netflix, on me résilie Disney+, oh non, on a pris Disney+, en plus. Soi-disant, les enfants, ils voulaient avoir accès aux dessins animés. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on me résilie ça tout de suite, s'il vous plaît. Et puis, on prend une alimentation saine, c'est important. Comme ça, on coûtera moins à la sécu, parce qu'on tombera moins malade. Bah alors, qu'est-ce qui vous empêche de manger bio, hein? Sinon, vos abonnements VOD. Ah bah alors. Bon, bref. Ouais, vous avez compris. Insupportable, évidemment. On renvoie... On renvoie évidemment, comme à chaque fois en cette situation, on renvoie au livre. Tenez, je vais vous l'afficher. On renvoie, comme toujours, au livre de Denis Colombi. Hop là. De Denis Colombi. Hop, Argent des pauvres. Toc là. Voilà, je vous renvoie vers Images. Ce livre de Denis Colombi. Hop là. Édité chez Payot. Alors attendez, je vous l'affiche, hein, je cherche le... Évidemment, maintenant, vous savez, il faut faire 50 clics pour juste avoir une image en plein écran. Ça rend ouf. Voilà, je vous renvoie vers ce livre de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres, édité chez Payot, qui évidemment bat en brèche toutes ces fausses considérations, tous ces faux a priori sur l'idée que, au fond, si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur argent, parce que c'est ça, hein, derrière. Derrière la phrase attribuée, on va y venir, derrière la phrase attribuée au président de la République, il y a l'idée maintes fois répétée que les pauvres ne sauraient pas gérer leur argent et que c'est au fond à cause de cela qu'ils seraient pauvres. Il y a évidemment énormément de mépris de classe, pour le coup, derrière cette idée, l'idée que les pauvres ne savent pas gérer leur argent et c'est pour ça qu'ils sont pauvres, alors qu'au contraire, ce que montre Denis Colombi, c'est que précisément, la pauvreté t'impose de savoir parfaitement gérer ton argent et qu'en réalité, les pauvres gèrent bien, du mieux qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont, avec ce dont ils disposent. Et donc, on avait déjà eu cet a priori, ce préjugé à l'époque avec Jean-Michel Blanquer. Souvenez-vous, hein, Jean-Michel Blanquer qui avait fustigé ces pauvres qui, au moment de l'allocation de rentrée scolaire, s'achètent des écrans plats, utilisant le terme écran plat. Hein, vous savez, genre Jean-Michel Blanquer qui vit encore au XXe siècle, quoi. Bah quand même, on achète des écrans plats. Ah bah, vous vous rendez compte ? Des écrans plats. Bah ça, si c'est pas ça de la bourgeoisie, alors si c'est pas une dépense inconsidérée, on achète des écrans plats au moment de l'allocation de rentrée scolaire, mais ça se sait, tout le monde le sait. Hein. Les ventes d'écrans plats bondissent. Ce qui avait été démenti évidemment par les statistiques qui montraient qu'il n'y avait absolument pas de hausse de vente des téléviseurs et d'une manière générale des appareils électroniques, parce qu'aujourd'hui tous les écrans sont plats, hein, tous les téléviseurs sont plats, monsieur Blanquer. Donc les statistiques avaient montré qu'il n'y a absolument pas, c'est pas vrai, hein, que c'est un pur préjugé, que là c'est vraiment un pur préjugé, un pur effet de bon sens, qu'il n'y a absolument pas d'augmentation de vente d'appareils électroniques au moment de l'allocation de rentrée scolaire. Et quand bien même,
Et c'est ce que dit, Denis Colombi. En fait, il faut arrêter de croire que un téléviseur euh, ou un abonnement VOD, il faut arrêter de croire que ça, c'est totalement superflu. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, si tu payes un abonnement Netflix et que tu n'as pas les moyens et qu'à cause de ça, tu peux pas manger, bon, peut-être qu'on peut se poser la question de tes arbitrages. Mais en fait, très souvent, c'est pas ça ce qui se pose, c'est pas ça la question qui se pose aux familles. C'est que simplement, tu as des familles qui effectivement vivent chichement et qui ont besoin malgré tout de payer des loisirs pour les gamins. En fait, tu vois, c'est juste ça. C'est juste qu'à un moment donné, tu as des gamins, il faut pouvoir leur payer des loisirs. Tu as des mômes qui sont au collège, qui sont au lycée, qui tous les soirs rentrent en te disant: Maman, quand même, là, dans la cour de récré, les gens font que parler du dernier film ou de la dernière série Netflix. Et genre, moi, je suis exclu, tu vois. Et en fait, il y a cette idée que, quand même, les abonnements VOD, hein, est-ce que voilà, on préfère s'abonner à Netflix? Mais en fait, c'est pas s'abonner à Netflix. Derrière un abonnement Netflix, il y a simplement l'insertion de tes gamins dans leur vie sociale. Il y a simplement ça, tu vois. Fustiger l'achat de téléviseurs. Mais aujourd'hui, une partie du débat public, une grande partie de l'information est à la télévision. Là encore, pour des adolescents, pour des gamins, pour s'insérer dans la vie sociale, si t'as pas un écran, tu vois, c'est compliqué quand même aujourd'hui. L'écran n'est plus aujourd'hui une dépense luxueuse. Euh, et euh, d'autant que, encore une fois, ça ne les regarde pas. Et ce que montre Denis Colombi, c'est que justement les pauvres gèrent leur argent. Ils savent le faire. Et ils savent le faire et ils développent justement, au contraire même, dans la gestion de leur argent, ils développent une efficacité, une gestion aiguë qui est que n'ont pas en réalité les personnes qui vivent de manière aisée, qui eux n'ont pas à gérer leur argent parce que ça va bien. Parce qu'en fait, si tu perds 10 euros par-ci, 10 euros par-là, t'as pris un abonnement salle de sport, t'y vas plus, bon, oui, tu perds 30 balles par mois, qu'est-ce que c'est, tu vois? En fait, c'est ça l'argent mal géré, tu vois? L'argent mal géré, c'est tous les bourgeois dans lesquels je me mets qui justement ont 50 abonnements et sont là genre, oh oui, quoi. Tiens, c'est vrai, Disney+, ça fait 6 mois que je l'ai pas allumé. Oh, en même temps, bon, qu'est-ce que c'est 10 balles par mois? Allez, je le garde, on sait jamais. Comme ça, je pourrais regarder le prochain Marvel dès qu'il sort. Tu vois, ça, c'est mal gérer son argent. T'inquiète pas que les pauvres, ils font pas ça parce qu'ils ont pas les moyens, tout simplement. Hein. Tout simplement. Donc là, il y a un mépris de classe qui est absolu. Hein, qui est absolu. Et, qui est tout à fait insupportable. Et encore une fois, c'est là où je trouve que je trouve que c'est intéressant. Parce que c'était déjà présent. C'était déjà présent chez Emmanuel Macron quand il parlait des smicards. On entendait déjà dans sa voix, quand il parlait des smicards, on entendait déjà un mépris de classe, on entendait déjà un regard surplombant. Et voilà, ça n'a pas manqué. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine, ce qui est insupportable. Par ailleurs, il faudrait... Enfin, vous voyez, on peut prendre... cette phrase, on peut la prendre, on peut la déconstruire, on peut l'atomiser par tous les bouts. On pourrait rappeler à Emmanuel Macron qu'un abonnement Netflix, c'est entre 7 et 12 euros par mois, me semble-t-il. Bon, tu vois, entre 7 et 12 euros par mois, tu vois, pour une famille, c'est un arbitrage qui a l'air tout à fait rationnel. C'est-à-dire, pour 12 euros, si tu peux te permettre ces 12 euros-là pour offrir, encore une fois, à tes gamins l'accès à des contenus qui vont déterminer en partie leur insertion dans la vie sociale scolaire, ça semble être une dépense raisonnable. Crois-moi que, de toute façon, tu supprimes ton abo Netflix, si tu as une famille de 4 personnes, c'est pas avec 12 euros que tu vas leur offrir une alimentation plus saine. Enfin, juste ça, quoi, tu vois. Genre, ta famille, tu supprimes ton abonnement Netflix, avec 12 euros, tu vas... Oui, alors certes, tu vas peut-être acheter 12 pommes en plus, tu vois. mais, c'est pas avec 12 euros que tu vas brutalement passer de la malbouffe à une alimentation plus saine, faut pas déconner, quoi. Et puis enfin... euh, je suis un peu malicieux. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est mon côté malicieux. Je suis un peu malicieux, mais j'ai du mal à ne pas vous rappeler que il y a à peine quelques semaines, le gouvernement, on en a fait une pastille sur les réseaux sociaux, qui avait percé à l'époque, parce qu'à l'époque, Instagram relayait mes contenus. Euh, le rire salé, le rire jaune. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé que finalement, ils abandonnaient le projet de chèque alimentaire
projet de chèque alimentaire qu'ils ont promis pendant des mois et des mois. Je vous renvoie à la pastille qu'on a faite. Je vous renvoie au montage de Quotidien. Quotidien, pour le coup, à qui on doit reconnaître cela, et ils ont fait là-dessus, mes collègues, confrères et amis de Quotidien, ils ont fait et ils font depuis le début un travail remarquable. Ils n'ont cessé depuis le début, la rédaction de Quotidien, n'ont cessé de traquer les réaffirmations de cette promesse de faire le chèque alimentaire. Et donc, Quotidien, à chaque fois qu'un ministre répétait « Oui, oui, bien sûr, on y travaille, ça arrive », Quotidien le rajoutait au magnéto et remontrait le magnéto de ces ministres qui, mois après mois, année après année, ne cessent de dire « Oui, le chèque alimentaire, ça arrive, on y travaille », jusqu'à Bruno Le Maire qui, sur leur plateau, dit « On va pas le faire, il n'y a pas d'argent magique, je ne fais pas de chèque en bois », disait-il. Et c'est le moment de rappeler tout de même que Bruno Le Maire, qui dit « Je ne fais pas de chèque en bois », derrière, le gouvernement qui débloque des centaines de millions d'euros pour les agriculteurs. Nécessaire, soit. Les agriculteurs qui vivent, il faut le dire, il faut le répéter, des situations excessivement difficiles. Le taux de suicide dans le monde agricole qui crève le plafond. Donc, les agriculteurs qui vivent, bien sûr, c'est vrai, des moments difficiles. Mais tout d'un coup, parce que derrière, il y avait eu un mouvement social, le gouvernement qui débloque comme ça, en un coup de baguette magique, 400 millions d'euros pour les agriculteurs. Surtout, le gouvernement qui annonce dans le même temps, le gouvernement qui annonce des milliards pour le SNU, des milliards pour le service national universel, c'est-à-dire qu'on est capable de débloquer plusieurs milliards d'euros par an pour que les enfants défilent au pas sous le drapeau en portant une casquette. Parce que c'est ça, le service national universel, contenu pédagogique zéro, contenu culturel zéro, contenu civique, bon, c'est une vision du civisme, alors c'est pas la mienne, mais c'est une vision du civisme, mais ça prend sur le temps scolaire, ça emmerde les militaires qui ne cessent de dire, mais nous les amis, nous notre métier, en fait c'est de travailler à la défense du pays, nous notre métier c'est la guerre. C'est pas d'encadrer des gamins pour les faire défiler au pas avec des casquettes sous le drapeau, quoi. Donc voilà, ce truc-là qui emmerde tout le monde, qui ne va servir absolument à rien, sinon à ressucer une vieille idée crypto-patriotique de la France. C'est vraiment, on se roule dans le passé fantasmé, l'âge d'or du service militaire, bon, et de montant quand même une bonne guerre. Bref, vous connaissez tout ça. Ça emmerde les militaires et les profs, bien sûr. Donc, des milliards pour le SNU, pour faire défiler les gamins avec des casquettes au pas sous le drapeau, ça ne sert absolument à rien. Et dans le même temps, Bruno Le Maire disait « Je ne fais pas de chèque en bois, j'ai pas les moyens de faire un chèque alimentaire ». Quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron « Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine ». Encore une fois, 10 € un abonnement Netflix. C'est pas avec 10 € que tu fais une alimentation plus saine. Par contre, avec un chèque alimentaire, oui. Par contre, oui, là, tu pouvais avoir une alimentation plus saine. Bref. Donc évidemment, c'est tout à fait insupportable. Alors attention. Attention, parce que c'est le moment d'aller voir l'article de la Marseillaise. Parce que, regardez, parce que tout ça n'est que le début. Tout ça n'est que le début, mais regardez. Là, on est sur le site de la Marseillaise, mise à jour. Smicard et alimentation saine, l'Élysée dément, le MODEF maintient. On va lire le papier ensemble. La une de la Marseillaise de ce week-end a fait largement réagir dans le monde politique, syndical et associatif. En cause, les propos attribués au président de la République qu'il aurait tenu lors d'une rencontre avec le syndicat agricole MODEF. L'Élysée dément catégoriquement, le MODEF maintient. La présidence de la République dément ces propos rapportés qui n'auraient pas dû se retrouver entre guillemets en une d'un journal, réagit l'Élysée, assurant avec force qu'ils n'ont jamais été tenus par Emmanuel Macron. Du côté du MODEF, on maintient. Oui, nous y étions plusieurs et je confirme bien que nous avons entendu cela, indique Raymond Girardi, vice-président du syndicat agricole. Pour nous, le sujet n'est pas la répartition des achats pour les faibles revenus. Les produits de qualité doivent être à la disposition de tous. Il faut le pouvoir d'achat nécessaire, insiste Raymond Girardi. Des propos également confirmés par Olivier Morin, secrétaire national, cité par Le Figaro, qui l'a sollicité pour réagir à la polémique. Il confirme que la phrase du président de la République a bien été tenue en ces termes exacts. On est 4 à l'avoir entendu. Il a dit précisément ces mots, assure-t-il, ajoutant que ces propos ont été tenus lors d'un échange au cours duquel Emmanuel Macron reconnaissait les difficultés pour les consommateurs à se tourner vers des denrées alimentaires de meilleure qualité mais plus chères.
De son côté, l'AFP a interrogé Lucie Illy, autre vice-présidente du MODEF, également présente à la réunion, qui rapporte des propos différents d'Emmanuel Macron, mais dont le fond est le même. Elle affirme notamment avoir interpellé le président sur les marges abusives que l'on constate parfois sur le bio et la difficulté pour des personnes qui touchent le SMIC de se fournir en produits bio. Elle rapporte alors qu'Emmanuel Macron a dit d'abord qu'il n'y avait pas de marge abusive en bio, puis il a dit que bien se nourrir est un choix de vie, alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour se payer des pommes bio. Lucie Illy a commenté « Quand on travaille et qu'on gagne le SMIC, c'est dur de s'entendre dire de choisir entre bien manger et les loisirs. Ça peut aller loin. » Interrogé par TF1 lors de son passage mouvementé au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron s'est écrié. Alors on va aller voir. J'ai la vidéo de TF1. Hop. Reprendre votre vidéo. Toc. Hop, hop. On écoute la vidéo d'Emmanuel Macron. Ah, vous entendez pas la vidéo d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais ce qui se passe. Attendez, bougez pas. Propriété. Voilà, c'est pour ça que vous êtes... Voilà, c'est bon. Ok, hop là. Toc. Ça a pas l'air d'être bon. On va voir. Par ailleurs, le niveau est un peu faible. Hop, on écoute. Ah, attendez, c'est normal. C'est normal. Hop, c'est bon. Vous savez, ici, on fait tout ensemble, on fait tout en même temps. La régie, la documentation, la recherche d'images. C'est parti, on écoute Emmanuel Macron. Deuxième question sur la une de la Marseillaise qui déclenche beaucoup de dents. Qu'est-ce que vous avez dit le 14 février sur ces smicards? Mais d'abord, c'était quoi votre idée? Marine Le Pen vous accuse de mépris. Mais non, mais c'est honteux. D'abord, je dis en méthode. Et déontologiquement, c'est honteux. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai dit, ce que j'ai dit plusieurs fois publiquement, le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Et que... Non, pardon, elle a baissé. C'est-à-dire que les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages pour la télévision. C'est-à-dire que le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Il n'y a jamais eu une formule comme celle-ci. Mais vous imaginez la déontologie de vos confrères qui auraient réussi à mettre en une de presse une phrase que quelqu'un a dit que j'aurais dit. Je veux dire, c'est la fin du journalisme si on fait ça. Donc il faut aussi que collectivement vous réagissiez. Moi, depuis ce matin, je fais du homme tout le temps. J'ai fait 2h30 de débat devant les caméras. Je vous réponds dès que vous m'interrogez. Il faut arrêter les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit si nous a dit ça en me mettant des guillemets. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, attendez. C'est le bordel. Fermez cette fenêtre. Non, c'est bon, la pub. Oh là là. Insupportable. Voilà, c'est bon. Le logo Xbox, oui. Alors ce stream est sponsorisé par Xbox, bien sûr, hein, vous savez. Évidemment. Stream sponsor, bien sûr. Il est fort, faut avouer. Bah, en fait, c'est pas qu'il est... Enfin, il est fort, oui, déjà oui, absolument. Exceptionnel rhétoricien. Mais en fait, l'argument... Alors ici, donc, Emmanuel Macron dément, les syndicalistes présents maintiennent. On peut interroger le choix journalistique fait par la Marseillaise de mettre en une, entre guillemets, des propos rapportés. Ça, on peut interroger ce choix. Là-dessus, le président de la République n'a pas tort. On peut interroger ce choix fait par la Marseillaise de mettre en une des propos, entre guillemets, qui sont des propos rapportés que les journalistes eux-mêmes n'ont pas pu constater. On a le droit d'interroger le choix éditorial de la Marseillaise. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les propos eux-mêmes sont rapportés par plusieurs personnes présentes, et même ceux qui disent « mais c'est peut-être pas exactement ça », donc après, qui a raison, qui a tort, c'est là, rapportent des propos d'une même teneur. Et là, Emmanuel Macron en on dit « moi j'ai juste interrogé la part du budget consacré à l'alimentation, c'est tout ce que j'ai fait », alors que vous voyez que derrière, toutes les personnes présentes rapportent qu'il a mis en cause la gestion par les pauvres de leur budget, la gestion par les pauvres de leur argent, en disant « c'est bon, on a 70 chaînes gratuites, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller prendre un abonnement Netflix ?» Bon.
parce que c'est quand même ça la teneur qu'il y a derrière. Alors, sur l'argument qu'il donne, c'est quand même très intéressant. Parce que vous voyez, ça vous montre comment est-ce que on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Parce que Emmanuel Macron dit tout de même, la part du budget consacré par les Français à leur alimentation a baissé par rapport à il y a 10 ans. Donc, ça vous montre bien que les gens... affirmation, ça vous montre bien que les gens, simplement, ont moins envie de bien s'alimenter. Ça montre bien que pour les gens, la bonne alimentation est devenue accessoire. Donc, vous voyez, ça, c'est la différence entre une donnée et son interprétation. Parce que, en fait, si Emmanuel Macron tire une hypothèse qui n'est qu'une hypothèse, c'est l'hypothèse que si la part de l'alimentation dans le budget global des Français a baissé, c'est un choix. C'est l'hypothèse que tire Emmanuel Macron. Si la part de l'alimentation dans le budget a baissé, c'est un choix. Voilà l'hypothèse qu'il tire. En fait, on sait que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est tellement pas vrai que lui-même le dit. Lui-même dit, en proportion, il le dit lui-même dans la vidéo TF1 qu'on vient d'entendre. En proportion, dit-il, les Français consacrent dans leur budget plus d'argent au logement. Mais ça, c'est pas un choix. Les Français n'ont pas choisi de payer plus cher leur loyer. Les Français n'ont pas choisi de payer plus cher leur emprunt s'ils veulent devenir propriétaires. C'est juste que le logement est devenu beaucoup plus cher. Et précisément, tout le monde déplore aujourd'hui que le logement prenne tant de place dans le budget, prenne une telle part dans le budget. Regardez, on va faire une petite recherche par du logement dans le budget des ménages. Voilà, on fait une petite recherche. Tenez, tiens, parfait. Hop là. Je tombe sur un article Kern. Alors, est-ce que j'ai tout l'article? Oui, il est en accès libre, celui-là. Alors, il a été publié en 2009. Ah, 2009, c'est trop vieux. C'est trop vieux. Hop, on va aller voir l'INSEE. On va aller voir l'INSEE. Hop. Toc. Ok. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Hop, je vais le découvrir. Comme ça, si j'ai dit une bêtise, on va s'en rendre compte tous les deux, enfin tous en même temps. Hop là, voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On a des tableaux, c'est compliqué. Je cherche les évolutions dans le temps, on les trouve pas. Alors, ok, on va le lire. Tant pis, on va le lire. Consulter. En 2017. Ah, ok, c'est en 2017. Évolution. Ah, bah super, parfait. En 2017, donc ça a quelques années déjà, les ménages consacrent en moyenne 20%, enfin 19,7% de leurs revenus à leur logement. Ce taux d'effort en logement est plus élevé pour les locataires du secteur libre, 28%, et les accédants à la propriété, 27%, que pour les locataires du secteur social, ce qui est quand même la moindre des choses, dont les loyers sont plafonnés. Il est beaucoup plus faible pour les propriétaires non accédants, dégager des charges de remboursement liées à leur résidence principale. Alors les propriétaires non accédants, c'est les propriétaires qui sont déjà propriétaires de leur logement et qui n'ont plus à rembourser leur résidence principale. Les 25% de ménages, regardez-moi ça. Voilà, là vous avez tout. En moyenne en France, regardez, vous avez tout. C'est parfait. En moyenne en France, les ménages consacrent, je vais arrondir, 20% de leurs revenus à leur logement, en moyenne. Mais les 25% des ménages les plus modestes consacrent, eux, ils sont majoritairement locataires, 32% de leurs revenus à leurs dépenses en logement. Un tiers des revenus des 25% les plus modestes, donc un tiers des revenus des plus pauvres, sont dédiés aux dépenses de logement, contre 14%, moins de 15% pour les ménages les plus aisés, majoritairement propriétaires non accédants. C'est-à-dire que pour les ménages les plus aisés, ils sont déjà propriétaires de leur logement et donc, soit ils n'ont plus qu'à payer les charges, soit ils n'ont plus qu'à rembourser l'emprunt pour leur logement secondaire. Vous voyez, on a une petite maison à la campagne, hein, on s'est pris une petite datcha et voilà, on a pris un petit emprunt du coup pour se faire plaisir, mais pas trop, parce qu'il faut garder de l'argent pour les loisirs. Bon, je me moque, mais attendez, voilà, encore une fois, moi je ne fais pas du tout partie des plus pauvres en France, donc je me moque de mon propre milieu, si vous voulez. Mais les 25% des ménages les plus modestes
consacrent 32% de leurs revenus en moyenne. Ça veut dire que ça peut monter bien au-delà. 32% de leurs revenus en moyenne à leurs dépenses de logement. Donc on a un président de la République qui dit, vous vous rendez compte? Et alors derrière, ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est le taux moyen d'effort net en 2017 et l'évolution du taux d'effort, donc entre du taux d'effort net 2001-2013 en points. Putain, c'est pas clair. Alors ça, c'est hors ménage dont la personne de référence note pour 2001/2013. Pourquoi ça veut dire quoi 2001-2013? Lecture. En 2017, le taux d'effort net moyen des locataires du secteur libre est de 28%. Ok. Sont inclus dans l'ensemble du champ. Bon. Je ne vous cache pas que 2001/2013, pour moi, c'est 2 années, donc 2 chiffres. Mais là, ils l'ont rassemblé dans la même colonne. Alors là, je ne vous cache pas que je ne sais pas comment lire ce papier. C'est quand même un peu curieux. Et 2017, c'était il y a 7 ans. Absolument, et ça a augmenté. Hein. Ça a augmenté. Alors regardez, on va chercher, comme on est un peu malicieux, le chiffre le plus élevé, il est où 28% locataires du secteur libre. Accédant à la propriété, 30%. Locataires du secteur libre, 32%. Entre les premiers et deuxièmes quartiles de niveau de vie. Ok. Donc entre les premiers et deuxièmes quartiles de niveau de vie, inférieur... Ah voilà, regardez-moi ça. Inférieur au premier quartile de niveau de vie, 45%. Regardez-moi ça. Pour les locataires... Alors, regardez-moi ça. Pour les locataires du secteur libre, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas accès à un logement social. Je vous rappelle que la grande majorité des demandes d'accès en logement social ne sont pas pourvues en France. Hein. Je vous rappelle que la grande majorité des demandes... C'est un papier de l'INSEE. Hein. On est sur l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Ce sont des chiffres officiels. C'est des statistiques produites par le gouvernement. Enfin, produites par l'État, pas le gouvernement. Ce sont des statistiques produites par les services de l'État. Donc, statistiques officielles. Regardez-moi ça. Inférieur au premier quartile de niveau de vie, ça veut dire le quart des Français les plus pauvres. Ok, c'est ça que ça veut dire. Le quart des Français les plus pauvres dépensent en moyenne 32% de leurs revenus en logement. C'est 6 points de plus qu'en 2001-2013. C'est incompréhensible, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est 6 points de plus qu'une dizaine d'années auparavant, on va le dire comme ça. C'est 6 points de plus qu'une dizaine d'années auparavant. Et quand on prend les locataires du secteur libre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les 25% des Français les plus pauvres qui n'ont pas pu avoir accès à un logement social. C'est ça que ça veut dire. Les 25% des Français les plus pauvres, parmi les 25% des Français les plus pauvres, ceux qui n'ont pas pu avoir accès à un logement social, eux, ils consacrent 45% de leur, presque la moitié, de leurs revenus en logement. C'est 8 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc, alors que quand on prend, regardez, entre les premiers et deuxièmes quartiles de niveau de vie, donc chez les Français les plus aisés, on est à entre les deuxième et troisième quartiles. Voilà, non, regardez, ouais, c'est passionnant. Si je prends en agrégé, parmi les 25% des Français les plus pauvres, un tiers en moyenne, parfois jusqu'à 45% de leurs dépenses. Je reprends. Parmi les 25% des Français les plus pauvres, un tiers en moyenne, parfois pour les locataires qui n'ont pas pu avoir accès à un logement social, jusqu'à 45%, près de la moitié de leurs revenus sont consacrés aux dépenses de logement. C'est 6 à 8 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Donc, les Français les plus pauvres dépensent, malgré eux, de plus en plus d'argent à se loger parce que les prix des loyers n'ont cessé d'augmenter. L'accès à la propriété n'a cessé de devenir de plus en plus difficile. Par contraste, si on prend le quart des Français les plus riches, supérieur au troisième quartile, le quart des Français les plus riches, eux ne dépensent en moyenne que 14%, plus de 2 fois moins, presque 3 fois moins pour les plus mal dotés pas les plus mal dotés, mais pour les plus en difficulté, enfin pas les plus en difficulté. Bref, de 2 à 3 fois moins. 14%. Les 25% de Français les plus riches dépensent de 2 à 3 fois moins, proportionnellement, dans leurs revenus, que les Français les plus pauvres en logement. Et ils n'ont subi, eux, une augmentation en une dizaine d'années que de 1%. Ils n'ont subi une augmentation en une dizaine d'années que de 1%. Pourquoi ? Parce que ce qui a le plus augmenté, c'est les loyers les plus faibles.
ce qui a le plus augmenté, c'est les studios, c'est les 2 pièces, c'est les 3 pièces. C'est ça qui a en proportion le plus augmenté. Et parce que par ailleurs, et en fait c'est ça le vrai truc, parmi les 25% de Français les plus riches, un grand nombre d'entre eux sont déjà propriétaires de leur logement. Et donc pour eux, ça n'a rien changé. Vous le voyez ici, hein, propriétaires non accédants, chez les gens qui possèdent déjà leur logement et qui n'ont pas eu à l'acheter, ils ne consacrent que 7% de leur budget au logement et l'augmentation sur une dizaine d'années est de moins de 1%. Bon. Donc, si on prend cette étude de l'INSEE, on en conclut que les Français, oui, consacrent de plus en plus d'argent à se loger. Ce sont des dépenses contraintes. Ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent absolument rien. Et ceux qui sont frappés en premier lieu par cette augmentation, ce sont les Français les plus pauvres, qui n'y peuvent rien, qui subissent, qui voient leurs dépenses de logement année après année augmenter dans leur budget et qui n'y peuvent rien. Parce que la première chose que tu fais quand tu n'as pas d'argent, c'est mettre un toit sur ta tête. C'est la première chose que tu fais quand tu n'as pas d'argent, c'est tu mets un toit sur ta tête. Et si ton toit te coûte plus cher, eh bah tant pis. Tu payes plus cher, t'as pas le choix de toute façon. Vous savez, chez les Français les plus pauvres, les plus modestes, il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est, écoutez, règle numéro 1, d'abord tu payes ton loyer. Règle numéro 2, le reste on voit après. D'abord tu payes ton loyer. Et règle numéro 2, le reste tu vois après. Et si tu peux pas payer ta facture EDF, c'est la merde, mais c'est moins grave que pas payer son loyer. Si t'es obligé de manger des pâtes et de mal te nourrir jusqu'à la fin du mois, c'est la merde, mais c'est moins grave que pas payer son loyer. Donc les Français subissent cela. Merci 1000 fois à David Dufresne. Merci beaucoup mon cher David qui nous a raid. Et bienvenue au David Dufien. Bienvenue aux viewers et vieweuses d'Opost. On revient sur les propos d'Emmanuel Macron concernant les pauvres, ces salauds de pauvres qui payent des abonnements Netflix au lieu de s'acheter des fruits et légumes bio. Ah les cons, et après ça se plaint d'être en mauvaise santé. Ah les salopards. On est allé voir sur l'INSEE comment expliquer. On est en train de décrypter, c'est passionnant. C'est passionnant. Le mec qui s'auto-jette des fleurs. Alors, écoutez, bienvenue, vous êtes ici sur un contenu passionnant, je le sais, c'est moi qui le fais. Putain, quel connard. On est en train de décrypter non pas les propos attribués à Emmanuel Macron, on est en train de décrypter les propos qu'il a lui-même tenus devant les caméras au micro de TF1 LCI. Et même sur les propos on, il y a beaucoup à dire. C'est la pub évidemment, hop. Donc je pose pub, j'attends. Je pose un petit instant, bien sûr, mon analyse, le temps, enfin pour ne pas priver les viewers et vieweuses qui ne sont pas abonnés. Après, c'est de leur faute aussi, abonnez-vous. Pour ne pas priver les viewers et vieweuses qui ne sont pas abonnés d'une partie de l'analyse. Alors, arg pub, mais j'attends, vous inquiétez pas. Tiens, point d'exclamation pub, ça tout le monde est rassuré. Alors. Merci Célan, incroyable. Merci la modération. Putain, c'est fou. Écoutez les amis, bienvenue les Dufresniens, les Opostiens. Comment vous vous appelez? C'est quoi la commu de David? Merci beaucoup David pour ton raid, ça me touche. Mais dites-moi, c'est quoi la commu? Au poste? 8 pubs, oui bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'on puisse acheter des pâtes. Les Opostiens, oui, c'est ça? Ok. Opostiens et Opostiennes, merci les amis. Les postiers, les gardes à V. Merci les amis. Allez, je profite de la minute 43 de pub qui reste pour aller me refaire du thé. Il faut que je prenne soin de ma voix. Je joue au théâtre ce soir. Donc on va se faire une petite pause pub. Vous arrivez juste pour la pub les Dufresniens, les Opostiens. Mais promis, pub courte et je reprends après. On est en plein milieu de l'analyse, mais là on tient un truc. Je suis très content. Je suis vraiment très content de ce qu'on a trouvé là. Je suis très content. Voilà. À tout de suite. Allez, je vous laisse avec la bande originale de Fury, jeu vidéo. Certains disent incroyable, certains disent discutable, mais en tout cas jeu vidéo à la bande originale incroyable. À tout de suite.
Allez, de retour. De retour. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Attendez, je me réinstalle. Hop, on est bien. Voilà, très bien. Hop. Petit café, évidemment. Alors, sachez, ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même, tant pis. Sachez que là, on est sur une petite infusion Yogi réconfort de la gorge. Voilà, un petit thé réconfort de la gorge, thym réglisse. C'est dégueu. C'est dégueu, mais voilà, ça fait du bien à la gorge, tout ça. C'est les conseils de
mes amies chanteuses qui me disent « Clément, il faut boire du thym. Il faut boire du thym. C'est ce qui va te permettre de tenir la distance avec ta voix. » Donc, bon. Pourquoi tu t'infliges ça? Parce qu'il paraît que c'est bon pour la voix et que la voix, en ce moment, elle prend cher. Donc, on prend les deux. Gingembre pour la gorge aussi. On prend aussi ça. On teste tout. Bref, allez. C'est bon le thym. Moi, je trouve ça atroce. Mais après j'ai envie de dire, chacun... Là-dessus, chacun son truc. Krusty Miel qui s'est abonné 4 mois. Merci beaucoup, c'est moins cher que gratuit. Merci mon cher. Koto da Matelier, merci pour ton abonnement, bienvenue. Playmo qui a raid il y a 24 minutes avec un spectateur. Eh bien, merci beaucoup mon cher Playmo ainsi que ton spectateur ou ta spectatrice. Terou qui prime, merci beaucoup. Distnou, 2 mois, merci infiniment. Alex C qui prime, merci infiniment. Et Yatos qui a offert un abonnement de 1 mois à David Dufresne, incroyable, David Dufresne est désormais bien sûr abonné. Merci mon cher Yatos, merci beaucoup et merci encore à David pour son raid. Kanadekun qui s'est abonné ainsi que Honduril qui s'est abonné 2e mois, merci beaucoup. Walkiri qui prime, merci infiniment. Et Tampax Inurax, 17 mois d'abonnement, enfin en vacances pour te suivre en direct, merci beaucoup mon cher Tampax ou ma chère, d'ailleurs je ne sais pas, Tampax Inurax. On est reparti. Alors, je vous rappelle qu'on était sur le papier de l'INSEE qui montre à quel point est-ce qu'en réalité le logement pèse non seulement de plus en plus, mais avant tout de plus en plus sur les plus pauvres. Et alors j'aimerais quand même... On va voir si je fais dépenses contraintes. Augmentation... On va voir. Augmentation, dépenses contraintes, ménages les plus pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tombe sur un... Ok, toc, j'ai mal orthographié. Ok. Ah bah c'est intéressant. Oh, Ben alors. Dis donc, c'est qu'on tombe sur pas mal de papiers. C'est que c'était pas... C'est marrant, c'était pas si compliqué à trouver, tu vois. C'est marrant, hein. Bizarrement, j'ai pas eu à chercher beaucoup. C'est fou, ça. C'est fou. Alors, je regarde. Attendez, hein, parce que je veux pas... Par des dépenses contraintes. Mais qu'est-ce qu'ils appellent dépenses contraintes? Alors, attention. Parce que là, ça m'a l'air trop bas. Ok. Ouais, non, ça, c'est pas clair. Par contre, ici, on a un papier. De quoi parle-t-on? Ok, c'est dans constructif. Louis Morin, dépenses contraintes et logement. Ok. Ah ouais, mais là, le problème, c'est que... Qui est nécessaire uniquement. M'emmerde pas. Ah, intéressant. Alors. Oh, c'est génial. Oh oui. Oui, mais bien sûr. Mais c'est ça qu'on veut. Oh oui. Alors. Donc regardez. Est-ce qu'on ira voir la conclusion? Hop, attendez. Hein. Bon, je vous montre juste ce papier. Regardez. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours sur la citation. Clément, tu es en stream. Oui, c'est vrai que heureusement qu'il n'y a pas de clip. Heureusement qu'il n'y a pas de clip, parce que là, tout d'un coup, ça se retrouvait clippé et c'était à tout. Oh non, le train doré. Ah, c'est terrible. Bon alors, je vais pas. Alors oui. Alors juste, j'ouvre une parenthèse. On a le train de Kappa doré. Donc, je ne vais pas. Je vais continuer mon analyse, ok? On va pas faire comme on a fait l'autre jour. L'autre jour, on s'était arrêté pendant 20 minutes pour inciter les gens à donner. Mais c'était la première fois que ça arrivait, donc je trouvais que c'était marrant. Mais je vais pas le faire à chaque fois. Juste, je vous le dis. On a le train de Kappa doré qui est apparu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il vous reste 4 minutes. Mais après, à chaque fois qu'on passe un nouveau niveau, on arrive, ça relance le timer. Donc, on est parti pour un petit quart d'heure de train de Kappa doré. Je cadre sur qu'est-ce que c'est et ensuite je roule sur mon analyse et je ferai le bilan à la fin, d'accord? C'est ça le contrat. Je vous explique ce qui se passe.
vous êtes libre de donner et à la fin, on fera le bilan. Là, on est dans le train de Kappa doré. C'est le bon moment si vous voulez offrir un abonnement à cette chaîne. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est le bon moment. Alors, la dernière fois, on avait atteint le niveau 13 du train de Kappa doré, je crois. On avait atteint le niveau 13. Est-ce qu'on va réussir à le battre cette fois? C'est vous qui décidez. C'est vous qui savez. Bon, le train de Kappa doré, c'est juste si vous donnez un sub, enfin si vous vous abonnez à la chaîne là maintenant, si vous vous abonnez à la chaîne maintenant, pendant 24 heures, vous pouvez mettre des Kappa dorés dans le chat. Qu'est-ce que c'est le Kappa? Chat, roublards, mettez des Kappa dans le chat pour que les gens qui ne connaissent pas le Kappa découvrent. Vous voyez, tu gagnes un Kappa doré. Vous voyez cette petite tête un peu malicieuse. C'est ce qu'on appelle le Kappa. Alors, si vous ne le savez pas, tiens, je fais un peu d'éducation à Twitch, c'est pas inutile. Le Kappa, c'est l'icône, enfin, c'est l'emoji qu'on met sur Twitch pour dire ce que je viens de dire est ironique. Ok? Donc, si vous voulez faire de l'ironie et que vous voulez éviter d'être ban parce que je le prends mal, rajoutez un petit Kappa. Vous voyez? Après, n'utilisez pas le Kappa pour faire du passif-agressif. Genre, c'est de l'ironie, mais tiens, prends dans ta gueule. Vous voyez, ne soyez pas méchants. Essayez de ne pas être méchants, s'il vous plaît. Donc, le Kappa, c'est un emoji très utilisé sur Twitch. Ça fait partie intégrante de la culture Twitch. C'est pour dire sur Twitch, lol. Vous voyez, si vous voulez, c'est un peu le lol sur Twitch. Et donc là, pendant un moment, tant que le train de Kappa doré est en cours, si vous vous abonnez maintenant, si là vous en profitez là maintenant pour vous abonner, eh bien oui, incroyable mais vrai, pendant 24 heures, vos Kappas seront dorés. Donc évidemment, stylé. Voilà. Si vous voulez, voyez, parce que vous, viewers et vieweuses, vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas porter une magnifique veste kimono comme la mienne, vous voyez, parce que tout simplement vous n'êtes pas à l'écran. Donc vous ne pouvez pas vous illustrer par votre tenue vestimentaire, comme moi je peux me permettre de le faire avec ce. Alors c'est un oragi, sachez-le, hein, ça s'appelle un oragi. C'est les vêtements traditionnels japonais qu'on porte dans les champs, qu'on porte au champ pour travailler. C'est les agriculteurs qui portent ce type de veste coupe kimono, mais manches courtes. Enfin, manches courtes, pas courtes, mais manches pas trop amples pour pouvoir travailler la terre. Voilà, ça s'appelle un oragi. En l'occurrence, celui-là, il est fait par mes amis de Drapeau Noir que j'embrasse. Et donc voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de vous illustrer par vos vêtements. Par contre, vous pouvez vous illustrer par vos Kappa dorés. Et ça, n'est-ce pas merveilleux? Voilà, donc si vous voulez vous illustrer par vos Kappa dorés, eh bien, n'hésitez pas à participer à ce train de la hype, à ce train de Kappa. On est déjà niveau 7. Va-t-on battre le niveau 13? Je ne sais pas. Enfin, la ref, merci. Bah, mes fringues, c'est quand même une bonne fois sur deux Drapeau Noir. Hein. De toute façon, on va pas se cacher. On va pas se cacher. Voilà, exactement. Comme le dit Dart, à fort juste titre, le Kappa doré, c'est votre signe extérieur de richesse. Hein? En tant que viewer, vieweuse, tu ne peux pas avoir une Rolex, mais tu peux avoir un Kappa doré. Et oserais-je dire, si t'as pas un Kappa doré à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Le site de Drapeau Noir en PLS? Sérieux? Ah oui, parce que tout le monde est dessus pour commander un oragi. Ils sont sympas, mais chers comme le rideau. Ah oui, non, mais Drapeau Noir, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas donné. Hein, c'est pas donné. C'est très beau, c'est très beau, c'est fabriqué en Union Européenne, très souvent en Portugal, parfois en France. En France, je sais pas, en tout cas au Portugal, c'est sûr. C'est très beau, c'est fabriqué en Union Européenne, c'est éthique, les fringues sont magnifiques. Mais par contre, c'est pas donné. Moi, je ne. On en parlait samedi. Mais comme je l'ai toujours dit, moi, je ne fais pas partie des gens qui shame ceux qui achètent en fast fashion. Moi, j'essaye d'éviter d'acheter. Et même, sachez que j'y arrive pas toujours. Sachez que parfois, je craque. Mais j'essaye d'éviter d'acheter chez Uniqlo ou encore pire, Zara, H&M et compagnie. Mais parce que voilà, je pense qu'il faut. Enfin, c'est des fringues qui sont produites en Chine, qui parfois sont produites par les Ouïghours, qui, même quand c'est produit au Bangladesh, sont travaillées par des enfants. Enfin, genre, en fait, c'est insupportable ce que tu portes sur le dos quand tu achètes de la fast fashion. Mais en même temps, j'ai été étudiant très désargenté. Je sais ce que c'est quand tu as besoin absolument de te racheter un jean et 2 t-shirts et que tu n'as pas d'argent. Bah, bon, soit tu es team friperie et tu as la foi, soit bah voilà, H&M, oui, H&M, t-shirt à 6 euros, pantalon à 15, quand t'as pas de sous, c'est quand même... quand t'as pas de sous, t'as pas trop le choix, quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais si vous pouvez vous le permettre,
moi, maintenant, je peux me le permettre. J'essaye d'acheter beaucoup moins de vêtements. J'en achète peu souvent. J'essaie d'acheter beaucoup moins de vêtements, mais des vêtements qui sont produits en Union européenne. Bref. Allez. On avance, évidemment. On est au niveau 7 du train de Kappa. T'as d'autres marques comme ça? Ouais, carrément. Moi, je m'habille souvent chez Drapeau Noir. C'est Drapeau Noir qui m'habille pour le spectacle. Par ailleurs, donc c'est un partenaire maintenant, Drapeau Noir. C'est pas aucun partenariat financier, mais il m'habille pour le spectacle. Donc c'est un partenaire. Team Transparence. Mais oui, vous pouvez. Il y a plein de marques. Moi, j'aime bien Ast, H-A-S-T, qui est un peu moins cher que Drapeau Noir, qui font des très belles chemises. Et très belles vestes de travail. J'ai quelques vestes de travail chez Ast, c'est chambé. Vous pouvez aller voir chez la marque Bonne Gueule, qui est pas mal, mais c'est cher, Bonne Gueule, mais c'est pas mal. Voilà, vous avez Asphalt, ouais, Asphalt, très bien. Asphalt, très bien. J'ai un pull Asphalt qui est très bien. Il y a pas mal de marques comme ça, mais c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Enfin, franchement, c'est des fringues. Il y a Célio, tu connais, mais je me suis habillé longtemps chez Célio, les gars. Il n'y a pas de. Je jette pas la pierre. Franchement, je me suis habillé longtemps chez Célio, mais qu'est-ce que tu veux, quand t'as pas le choix. Voilà, les costumes Célio à 120 balles, à 120 balles en solde, ça fait le taf. Hein. 1083 pour les jeans, ouais, j'ai quelques jeans 1083, absolument. C'est très bien, c'est produit en France. 1083, très bien, produit en France. En jean, honnêtement, je préfère Drapeau Noir aujourd'hui. Je vous le dis, la toile Drapeau Noir, c'est une toile japonaise, elle est quand même chambée. Et 1083, c'est pas donné non plus. Mais ouais, c'est des bonnes marques, carrément. 13 Bonaparte, j'ai jamais été. Mais voilà, donc moi, je jette pas la pierre. Je comprends les personnes qui s'habillent en fast fashion. On fait ce qu'on peut. On va s'arrêter vraiment à 95% du niveau 7 du train de Kappa doré, là. C'est terrible. C'est terrible. On va pas atteindre le niveau 8 pour 5%. Terrible. Donc après, respect à Bonne Gueule pour avoir fait découvrir beaucoup de marques différentes. Bah, c'est vrai que Bonne Gueule, là où ils sont cool, c'est que ils ont leur marque. 100% incroyable. Merci. Là où ils sont cool, Bonne Gueule, c'est que ils ont leur marque, ils vendent leurs vêtements, mais ils sont pas avares en recommandations d'autres marques. Et ça, je trouve que c'est super. Bref, voilà. En tout cas, si vous le sachez, voilà, ces marques-là, en fait, grosso modo, et après je referme la parenthèse, mais on était en train de parler de gérer son argent mais grosso modo, si je le dis parce que moi j'aime bien les vêtements, hein, je m'en cache pas, hein, j'aime bien les fringues, j'aime bien la mode. J'aime pas la mode, c'est pas vrai, j'aime bien les vêtements, c'est pas la même chose. La mode, j'en ai rien à carrer, mais j'aime bien les vêtements. Et puis ça fait partie aussi de l'éthos, de l'image que tu renvoies, donc c'est important, hein, c'est même en tant qu'orateur, en tant que personne publique, ça fait partie de ton image, donc ça c'est important. Donc moi j'aime bien les vêtements. Et je jette pas la pierre si vous n'avez pas de sous pour vous habiller. Le mieux dans ce cas-là, ça reste d'aller faire les friperies. Mais je jette pas la pierre non plus si vous le faites pas, parce que faire les friperies, c'est quand même c'est une démarche, quoi. C'est du temps à consacrer, puis il faut aimer ça. Si vous avez un peu de sous, par contre, là, je me permets ce conseil. Je me permets pas souvent des conseils. J'aime pas les gens qui donnent des conseils. Je trouve que c'est paternaliste. Mais je me permets ce conseil-là. Si vous avez un peu de sous et que vous voulez vous acheter des vêtements un peu chouettes, mon conseil, c'est éviter comme la peste. Mais vraiment, s'il vous plaît, évitez comme la peste les marques qui vous vendent des vêtements chers, donc des vêtements où, grosso modo, tout ce qui dépasse 100 euros, quoi. Vous voyez, les vêtements, sweatshirt à 120, 150, veste à 200, 300, jean à 150, 200, vous voyez, ce genre de marque. Évitez comme la peste les marques qui vous vendent des fringues à ce niveau-là, mais qui sont produites en Chine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toutes les marques type Sandro, Zadig et Voltaire, toutes les marques un peu hype qui font fabriquer une partie de leur production, soit en Chine, soit en Bangladesh, soit en Inde. Évitez comme la peste, c'est The Couples évidemment. Évitez comme la peste. Alors Carhartt, je sais pas trop, mais même Carhartt, moi je me suis habillé un temps en Carhartt et je conseille plus Carhartt. Cézanne, je sais pas. Vérifiez, regardez les étiquettes. Mais franchement, à ce prix-là, tu trouves des fringues fabriquées en Union européenne, c'est-à-dire dans des pays qui juste respectent le droit du travail. Donc, s'il vous plaît, juste regardez simplement sur les étiquettes. Si vous avez de l'argent pour vous fringuer, évitez comme la peste. Vous regardez, hein. Mais voyez même, vous savez quoi, on m'a donné, je l'ai jamais porté.
on m'a donné. Alors pour le coup, on me donne très peu de fringues, hein, ça arrive très peu souvent, mais là c'est dans le cadre de quotidien, on m'a filé, voilà, on m'a filé une veste Ami. Vous savez, c'est une marque, le logo c'est un cœur par-dessus, je sais plus quoi. Euh, on m'a filé une veste Ami, marque ultra hype, ultra bobo. On m'a filé une veste Ami, elle est en cachemire et laine, je crois. Donc très belle veste, jolie, c'est un A sur un cœur, voilà, c'est ça. Très belle veste, tissu très agréable, euh, très cher. Genre j'ai été voir, on me l'a filé, mais j'ai été voir le prix, elle vaut, je sais pas, je crois 7 ou 800 balles, tu vois. Genre, veste, certes, il y a du cachemire. Certes, il y a du cachemire. Mais 7 ou 800 balles, une veste Ami, j'ai regardé l'étiquette, elle est produite en Chine. Bah tu vois, je l'ai jamais mise. En fait, je sais pas quoi en foutre. Je vais finir par la donner, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Je vais finir par la donner. Je vais la porter. Enfin, j'attends d'avoir suffisamment de vêtements à donner. Et je vais la mettre avec. Je veux pas la revendre parce que je pourrais, tu vois, si j'étais sans foi ni loi, je pourrais revendre ça 500 balles sur Vinted. Mais je veux pas la revendre. Je veux pas moi me faire de l'argent sur. Bah non, pas Vinted. Vends-la 500 balles. En fait, je veux pas me faire 500 balles sur une veste qui a été produite par des Ouïghours, en fait. Tu vois, genre, à un moment donné, j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir le matin. Donc, je vais pas la vendre. Je vais pas la porter parce que je veux pas foutre sur mon dos. En tout cas, je veux éviter le plus possible de foutre sur mon dos des vêtements qui ont été faits en Chine. Donc, potentiellement, tu sais jamais, mais potentiellement par les Ouïghours. Donc je vais la donner, j'attends d'avoir suffisamment de fringues à donner, puis je vais la mettre dans le lot. Mais tu vois, genre, une veste 800 balles fabriquée en Chine, c'est dégueulasse, tu vois. Franchement, c'est dégueulasse. Enfin, vraiment, bon, du coup, voilà, je serai jamais sponsorisé Ami, je m'en fous. Je m'en fous, je suis sponsorisé par personne. Vous voyez, ça c'est ça qui est bien quand t'es juste soutenu par tes joueurs, c'est que tu peux te permettre de faire ce genre de take, t'en as rien à foutre. Mais tu vends et tu fais un don, ouais, si vous voulez, si vous voulez. Mais je vais la donner, écoutez. C'est. Bref. Euh, En tout cas, je la porterai pas et je la vendrai pas pour me faire de l'argent, ça c'est certain. Donc voilà, donc s'il vous plaît, c'est juste le conseil que je me permets de donner. Si vous avez un peu d'argent à mettre dans des vêtements, ne vous faites pas pigeonner par des marques qui vous vendent 150 balles le sweatshirt, 300 balles le jean, 800 balles la veste et qui font fabriquer ça en Chine, c'est dégueulasse. Allez sur n'importe quelle marque, il y en a plein, renseignez-vous un peu, c'est pas très compliqué, il y en a plein qui ont été cités sur ce stream. Allez vous habiller dans des marques qui vous vendront des vêtements à ce prix-là, mais avec des tissus français ou des tissus japonais et des vêtements fabriqués en Europe. Donc avec du droit du travail, tout simplement. Ne serait-ce qu'au Portugal, hein, le Portugal qui est en train de devenir l'atelier de l'Europe, mais c'est très bien. C'est très bien, force à nos amis portugais. Donc voilà, faites juste ça. Et donc dans ce cadre-là, bah écoutez, là voilà, drapeau noir, très bien, mais plein d'autres marques. Ast, super, 1083, parfait, Bonne Gueule, super, il y a plein de marques, il y en a plein. Tu sais où on peut trouver cette liste? Ben non, je sais pas s'il y a une liste, mais sur les blogs de mode, genre Bonne Gueule et tout, ben APC, faut faire gaffe. APC, justement, je me demande s'ils font pas partie des roublards. Moi, j'ai un jean APC, mais j'en reprendrai peut-être pas un deuxième, parce que je me demande si APC, ils font pas fabriquer au Bangladesh. Et alors, le blog Boracification, absolument. Boras, qui est un copain. Hein. Le blog Boracification, c'est une très bonne source. Boras qui était au spectacle hier, si vous voulez tout savoir. Donc le blog Boracification, absolument, n'hésitez pas. Bref, voilà. Voilà. APC, il faut vérifier le lieu de fabrication, il y a de tout, ouais, absolument. Bon, on a fait une parenthèse fringue, désolé, mais franchement, je pense que c'est important. Ça fait partie des choses sur lesquelles moi, j'ai pas envie de m'engager, le terme est trop fort, mais sur lesquelles je suis content de participer un peu de participer un peu à dire ça, quoi. Je trouve que c'est important de dire, en fait, quand on peut pas se le permettre, on s'habille comme on peut. Et quand on peut se le permettre, on s'habille comme on veut. Et dans ce cas-là, c'est bien de pas céder aux sirènes du marketing. C'est bien de pas céder aux campagnes The Couple sous Sandro. Et d'essayer plutôt tu vois, quitte à foutre 150 balles dans un pull, d'essayer de faire en sorte qu'il soit fabriqué en Union Européenne, quoi. Allez, j'avance.
Il y a l'appli Clear Fashion qui indique les marques éthiques avec les détails. Super. Bah, vous voyez, vous avez plein de refs dans le chat. Allez, je reviens, parce qu'on l'a un peu oublié. Je reviens sur ce que disait Emmanuel Macron. Ah putain. Je reviens sur ce que disait Emmanuel Macron. Hop là, attendez. Pub. Est-ce que c'est... Oui, c'est la bonne. On se remate la vidéo. Parce que là, j'ai trouvé une source. Évidemment, nos pensées pour Pemph, qui va devoir se taper le montage. Macron qui s'habille, si vous voulez tout savoir, chez Jonas. Le tailleur de Macron, c'est Jonas. Voilà, tout le monde le sait. Des costumes à 500 balles. Des costumes à 500 balles, évidemment. Parce que comme ça, il évite toute polémique. C'est habile, bien sûr. Pas cher, hein, ça va. Hein, 500 balles de costume, ça va, évidemment. Mais il est habile, Emmanuel Macron. Il est imprenable là-dessus. Il est intestable. Il s'habille chez Jonas, 300 balles. Enfin, 500 balles, qu'est-ce qu'il y a? Très belle veste, hein, Jonas. Hein, très bonne marque, franchement. Le problème, c'est que quand tu y vas, tu as une bonne chance sur deux de croiser un politique, parce que depuis que Macron s'habille chez eux, en fait, toute la moitié des hommes politiques français s'habillent là-bas. Donc c'est insupportable. Mais bon. Dommage la montre à 30K. Il porte pas de montre à 30K, Macron, les amis. Hein. Macron, il porte une montre LIP à 500 balles à peine, avec un bracelet bleu, blanc, rouge. Mais justement, il est malin. Il porte pas une montre à 30K. La fois où il a enlevé sa montre pendant une interview, c'est pas parce qu'il voulait cacher le fait qu'elle était chère. Il est pas con. S'il avait voulu cacher le fait qu'il porte une montre chère, il l'aurait juste pas portée. C'est parce qu'en fait, elle tapait sur le bureau et ça faisait du bruit. Mais non, il a pas de montre à 30K. Il en a peut-être chez lui. Enfin, c'est pas du tout impossible qu'il y ait une petite collection de Rolex. Ça, j'en sais rien. Je dis ça, ou c'est possible que non. Peut-être qu'il s'en fout des montres. Il y a des gens, moi, j'ai pas de Rolex. De toute façon, pour le coup, j'ai vraiment pas les moyens. Et puis, j'en ai rien à branler des montres. Mais il y a plein de gens qui s'en foutent. Et donc, mais en l'occurrence, en termes d'image, il est malin. Bref. Allez, on avance. On réécoute ce que disait Emmanuel Macron parce que vous allez voir. Donc, on est parti. Résumé des épisodes précédents. On est parti de la une de la Marseillaise. Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine. On a lu l'article de la Marseillaise qui faisait le bilan et qui disait nous, on a quand même plusieurs participants présents qui ont entendu cette phrase mot pour mot. Et on en a qui ont dit je suis pas sûr d'avoir entendu ça mot pour mot, mais par contre qui rapportent des propos d'une teneur équivalente. Et Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture, répond d'ailleurs à une question de Paul Laroutourou pour LCI, qu'on embrasse. Et voilà ce qu'il répond. Il dément fermement avoir tenu ses propos. On réécoute Emmanuel Macron. Sur la une de la Marseillaise qui déclenche beaucoup d'encre, qu'est-ce que vous avez dit le 14 février sur ces smicards c'était quoi votre Marine Le Pen vous accuse de mépris. Mais non, mais c'est honteux. D'abord, je dis en méthode. Et déontologiquement, c'est honteux. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais j'ai dit, ce que j'ai dit plusieurs fois publiquement, le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Et que... Non, pardon, elle a baissé. C'est-à-dire que les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages, pour la télévision. C'est-à-dire que le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Je n'ai jamais eu une formule comme celle-ci. Mais vous imaginez la déontologie de vos... Voilà, on s'arrête là. Après, il parle de la déontologie, on a déjà commenté. Donc, vous entendez Emmanuel Macron qui dit j'ai simplement dit que les gens... Alors, ici, il n'a pas de jugement de valeur dans sa phrase, mais on entend qu'il le dit en le déplorant. On entend dans ce qu'il dit qu'il le dit en le déplorant, le fait que les gens consacrent moins d'argent à l'alimentation. Et d'ailleurs, il ajoute, il consacre plus d'argent pour se loger, pour les abonnements téléphone, pour les abonnements télévision. Donc il ajoute les abonnements numériques. Donc on entend bien l'idée que, tout de même, si les gens se nourrissent moins bien, c'est un peu de leur faute. C'est un peu de la faute de leur choix. Et d'ailleurs, cela rejoint totalement ce que dit, justement, on va reprendre, hop là, voilà. Cela rejoint totalement ce que dit l'une des participantes à la réunion qui, à la Marseillaise, enfin c'est à l'AFP, déclare que
elle rapporte des propos différents d'Emmanuel Macron, donc elle ne se souvient pas avoir entendu la phrase en question, mais dont le fond est le même. Elle affirme notamment avoir interpellé le président sur les marges abusives que l'on constate parfois sur le bio et la difficulté pour les personnes qui touchent le SMIC de se fournir en produits bio. Elle rapporte alors qu'Emmanuel Macron a dit d'abord qu'il n'y avait pas de marge abusive en bio, puis il a dit que bien se nourrir est un choix de vie. Alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour se payer des pommes bio. Donc ça, c'est ce que rapporte une participante. Donc vous voyez qu'on entend bien que ce soit les propos rapportés en une de la Marseillaise, que ce soit les propos différents mais similaires rapportés par une autre participante à la même réunion. Et même dans cet extrait d'Emmanuel Macron interrogé par Paul Laroutourou sur LCI, et même dans ce que dit Emmanuel Macron, on entend qu'il déplore le fait que les Français choisissent de consacrer moins d'argent à leur alimentation. Alors, on a déjà vu en s'appuyant sur l'étude de l'INSEE, qu'en fait, le vrai problème, c'est que si les gens consacrent moins d'argent à leur alimentation, à leur alimentation, c'est parce qu'ils consacrent beaucoup plus d'argent à se loger. Et on a vu notamment que, c'était juste avant la pause, souvenez-vous, on a vu notamment qu'aujourd'hui, dans le premier quartile de niveau de vie, c'est-à-dire les 25% des Français les plus pauvres, ce sont les chiffres officiels de l'INSEE, les Français consacrent, parmi les 25% des Français les plus pauvres, en moyenne un tiers de leurs revenus à se loger. C'est 6 points de plus qu'il y a une dizaine d'années seulement. Et chez les locataires du secteur libre, c'est-à-dire les Français les plus pauvres qui n'ont pas pu bénéficier d'un logement social, eux, ils consacrent 45% de leur logement, enfin de leur budget. Ils consacrent 45% de leur budget à se loger. Près de la moitié, c'est 8 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Alors que, on l'a vu chez les plus riches, le troisième quartile de niveau de vie, la moyenne c'est 14%, et pour eux, ça n'a augmenté sur leurs revenus que de 1% en une dizaine d'années, tout simplement parce que pour une bonne partie d'entre eux, les Français les plus riches sont déjà propriétaires de leur logement, et donc le fait que les loyers augmentent ou que les prix de l'immobilier augmentent, ça n'a absolument pas d'impact sur eux. Donc on vient déjà de voir qu'en réalité, si les Françaises et les Français ont vu la part de l'alimentation baisser dans leur budget, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de dépenser plus d'argent pour se loger. Vous allez me dire, soit. Mais, tout de même, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'ils dépensent plus d'argent pour Netflix ? Est-ce que le président, il n'a pas un peu raison ? On peut se poser la question. Est-ce qu'au fond, si les Françaises et les Français dépensaient moins d'argent pour Netflix, si les Françaises et les Français ne payaient pas d'abonnement Disney+, est-ce qu'ils ne pourraient pas acheter davantage de pommes bio ? Eh bien, regardons ce papier. Voilà, petit bug, on ne sait pas pourquoi, mais ce papier de Louis Morin, publié en 2021 dans la revue Constructif, donc article universitaire. Alors, est-ce que la revue Constructif est une revue à comité de lecture ? On ne sait pas, et je ne sais pas si on peut savoir facilement. En tout cas, peu importe, parce que Louis Morin s'appuie dans ce papier, dépenses, contraintes et logements, un poids trop lourd à porter. Louis Morin s'appuie sur les chiffres de l'INSEE. Et j'attire notamment votre attention sur ce graphique-là, qui est quand même assez intéressant. Regardez-moi ça. Ce graphique-là qui prend l'évolution des dépenses depuis 1959. Vous avez en bleu clair le logement, en orange les assurances et les services financiers, et en bleu foncé la télévision et les télécoms. Télévision et télécoms, hein. Ce dont parle Emmanuel Macron. Et regardez, ce que l'on constate, c'est que le logement ne cesse d'augmenter et passe de 7% en moyenne, là c'est pour tous les ménages, hein, passe de 7% à plus de 15%, près de 20%, enfin plus de 15% en 2019. Ça continue d'augmenter depuis, hein, d'autant qu'il y a eu depuis 2019 une grosse augmentation des prix de l'immobilier. Mais regardez cette ligne télévision et télécom qui augmente effectivement jusque 2009. Alors pourquoi ça, cette période-là, 2004-2009, à quoi elle correspond ? Elle correspond au moment où les abonnements Internet étaient chers. Abonnement Internet et abonnement téléphone étaient chers. C'est-à-dire que tu n'avais pas le choix. Il n'y avait pas les abonnements téléphone. Il n'y avait pas les abonnements téléphone bradés. Je ne veux pas citer Free parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les gentils de l'histoire, mais il n'y avait pas 2004-2009. Il n'y a pas encore Netflix et Disney+. Hein. Mais par contre, tu as des abonnements télécom et des abonnements Internet qui sont chers. Et regardez depuis 2009, ça descend, ça décroît. Donc, quand Emmanuel Macron te dit
Les Français consacrent une part croissante de leur... Quand Emmanuel Macron te dit les Français consacrent une part croissante de leur budget, certes au logement, mais aussi aux loisirs, mais aussi aux abonnements Internet, aux abonnements téléphone, c'est faux. C'est faux. Source INSEE, chiffre officiel. Alors attendez, je vais voir si je peux pas trouver des chiffres plus précis, parce que là, c'est de la seconde main. C'est un graphique de l'INSEE qui est repris. On va faire par télévision et télécom dans le budget des Français. On va essayer de retrouver l'étude de l'INSEE. On la trouve pas. Alors, INSEE, consommation des ménages en biens et services, 4 novembre 2019, pas mal. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Ok, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors, le graphique est illisible par contre, mais clairement, on voit que alors, ce qui nous intéresse, c'est télécommunications, programmation et diffusion. Ok. Ce qu'on voit bien, regardez, là, j'ai le graphique de l'INSEE, je l'ai trouvé. Hein. Hop, très détaillé, donc compliqué à lire. Toc, là, regardez. C'est ce graphique de l'INSEE là. Hein. Consommation de biens et services des TCSI. Alors, TCSI, c'est technologie, contenu et support de l'information. Donc, on voit que dépenses croissantes, évidemment, hein, puisque à l'époque, sur ces années-là, tu as l'ORTF et c'est tout, tu vois. Donc, tu as peu de dépenses. Fabrication de produits informatiques. Donc, en fait, les seules dépenses, c'est grosso modo ici, c'est quand tu t'achètes une télévision, j'imagine. Hein. Voilà, d'ailleurs, on part à 107 millions d'euros. Voilà. Édition. Alors, il y a l'édition aussi. Là, il y a les achats de journaux. Vous voyez que ça croît. Ça croît très nettement jusque 2008. 2008, où l'informatique coûte très cher et les télécommunications, ça coûte le plus cher. L'édition décroît d'ailleurs. Services d'information, c'est là où ça coûte le plus cher. Donc, vous voyez, ça croît jusqu'en 2005-2008. Le plus haut, c'est 2007. Voilà. 2007, c'est l'année où les Français ont dépensé le plus. Incroyable, Jean Massiès. Salut, mon cher Jean. Salut, mon cher Jean. Cœur sur Jean Massiès. Ça fait plaisir de te voir par ici. Du coup, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Bah non, il n'y a pas du tout une part de vérité dans ce qu'il dit. Parce que, regardez, effectivement, les Français ont consacré une part croissante de leur budget aux communications, à l'information, aux loisirs, aux abonnements, jusque, en effet, 2007. Et depuis, ça décroît. Alors certes, cette part-là, la part programmation et diffusion, donc les abonnements Netflix, a un peu cru, mais pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, regardez, hein, la croissance et pas non plus. Alors ça s'arrête en 2017. 2017, entre 2017 et 2022, on peut imaginer que ça ait cru effectivement. Mais vous voyez que, en général, les Français consacrent moins d'argent précisément à l'information et aux télécommunications. Donc abonnement télécom. En moyenne, les Français consacrent moins d'argent, en tout cas en 2017, c'est les derniers chiffres de l'INSEE, en tout cas en 2017, par rapport à 2007. Donc en 10 ans, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, ces dépenses ont baissé. Donc pourquoi c'est important ? Parce que Emmanuel Macron déplore le fait que... Ah mais d'ailleurs non, oui c'est bon. Emmanuel Macron déplore le fait que les Français consacrent moins d'argent à s'acheter des pommes bio, moins d'argent à l'alimentation, et que dans leur budget, il y a de plus en plus de dépenses de logement, mais aussi de loisirs. Eh bien, c'est faux. C'est vrai pour le logement, mais ce sont des dépenses contraintes, et l'augmentation du logement pèse avant tout sur les plus pauvres. C'est faux pour les abonnements télécom, en tout cas si on en croit les derniers chiffres publiés par l'INSEE, chiffres de 2019. Ce serait bien d'avoir une étude actualisée, mais je ne la trouve pas. Du coup, je crois qu'elle n'existe pas. Je vais essayer quand même avec consommation des ménages en biens et services TCSI. Je vais tenter de chercher ça. Hop. Est-ce qu'on a une évolution ? Oui. On a... Alors, TCSI, ensemble des produits. Ah, alors attendez. Là, j'ai un autre chiffre. J'ai un autre chiffre qui contredit le premier que j'ai trouvé. C'est quand même c'est un peu bizarre, ça. Ça contredit carrément. Champ France, INSEE, comptes nationaux, base 2014.
Entre 90 et 2021, la dépense de consommation des ménages en produits de technologie, contenu et support de l'information a été multipliée. Alors là, pour le coup, j'ai une autre... Qu'est-ce qui baisse un peu? Ce qui baisse un peu, c'est les produits eux-mêmes. Ce qui baisse un peu, c'est les produits eux-mêmes. Donc, pour le coup, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Consommation effective des ménages en 2021. Dépenses de consommation des ménages. Je regarde. Qu'est-ce que c'est? Dépenses de consommation. Ah, attendez. Dépenses de consommation des ménages par fonction. Ah bah c'est très bien ça. C'est très bien, c'est pile ce qu'on veut. C'est pile ce qu'on veut. Alors attendez. 1961-2021. Alors attendez, regardez. Ça c'est quand même parfait. C'est quand même parfait. Autres biens et services, habillement et chaussures, éducation, hôtel, café, consommation, loisirs, culture. Ok. Hop. Consommation, loisirs, culture, qui augmente un petit peu. Alors, je retire ce que j'ai dit. Le président de la République n'a pas complètement tort. Après, là, on est sur une évolution. C'est trop important en réalité. 61 à 21, c'est trop important. Il faut pouvoir faire plus finement. Je regarde. Ok. Achat sur Internet, on s'en fout. Taux d'équipement, on s'en fout. On n'a que ça. Alors, regardez. En réalité, vous savez quoi? Hop, c'est clair aussi. On est toujours sur l'INSEE. Du coup, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je trouve des chiffres contradictoires. Donc, comme je trouve des chiffres contradictoires, on va pas trop s'appuyer dessus. Par contre, là, regardez-moi ça. C'est d'une limpidité absolue. Effectivement, entre 61 et 2021, les Français consacrent une part un peu plus importante de leur budget aux communications, aux loisirs et à la culture. Un peu plus importante. C'est-à-dire que les Français consacraient en 1961, 1961, attention, on est au début des 30 Glorieuses. 1961, on est au début des 30 Glorieuses. On est dans un moment où la France se reconstruit encore de l'après-guerre. C'est pas du tout une décennie d'opulence, 1961. Attention, 1961, c'est encore un monde dans lequel la France se reconstruit de la Seconde Guerre mondiale. 1961, on est encore en pleine guerre d'Algérie. Il faut le dire, les accords d'Évian n'ont pas été signés. Donc la France n'a rien à voir. Eh bien, dans ce monde-là, qui est un monde où la France est beaucoup plus pauvre, a un PIB beaucoup moins important, et donc un PIB par habitant beaucoup moins important, les Français consacraient 8% de leurs dépenses à la communication, au loisir, à la culture. C'est 2 points de plus en 2021. Donc quand Emmanuel Macron dit « Regardez, les Français consacrent de plus en plus d'argent à leur loisir. » Oui, 2 points de plus. Donc, peanuts. Par contre, regardez-moi les dépenses de logement qui explosent. En 1961, en moyenne, logement, chauffage, éclairage, c'est 20% pour les Français. Ça devient 33%, 32,8% en 2021. Et attention, c'est logement, chauffage, éclairage en moyenne. Ça veut dire que pour les plus pauvres, en réalité, c'est bien plus de 50% de leurs revenus. Pour les plus pauvres, c'est bien plus de 50% de leurs revenus qui passent dans le logement, le chauffage et l'éclairage. La preuve, c'est que les Français, regardez-moi ça, consacrent moins d'argent à l'habillement et aux chaussures. Et là, pour le coup, c'est notable. Moins d'argent à l'habillement et aux chaussures. Les Français consacrent moins d'argent, un peu moins d'argent, aux hôtels, cafés et restaurants. C'est-à-dire moins d'argent à leur sortie qu'en 1960. Donc, quand Emmanuel Macron, et donc effectivement, alimentation, boissons, tabac, ça a en effet baissé. Alors attention, là, ils ont tout mis ensemble. Je pense que ce qui a baissé, c'est notamment les dépenses de boissons, qui sont moins importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, me semble-t-il. J'imagine les dépenses de tabac, puisque le tabac est beaucoup plus cher, mais il est moins consommé en proportion. J'imagine. Et c'est bien ça, je ne me trompe pas, c'est dépenses de consommation par ménage, des ménages par fonction, c'est bien ça. Donc effectivement, la dépense liée à l'alimentation, et encore sur ce graphique, on n'est pas capable de le constater, mais on peut imaginer que ce soit effectivement le cas. Mais voyez, ce qui est passionnant, c'est que Emmanuel Macron nous dit, tout de même, les Français font le choix de moins bien manger parce qu'en proportion, ils dépensent plus d'argent pour leur logement
Et puis pour les abonnements télécom et les abonnements Internet. Pardon, mais les abonnements télécom Internet, ils ont augmenté, on est ici. En tout cas, les dépenses de loisirs et de culture ont augmenté de 2%. Sachant qu'on précise quand même qu'aujourd'hui, si elles augmentent de 2% depuis 1961, c'est-à-dire rien, on précise que par ailleurs, ce ne sont plus du tout des dépenses facultatives, accessoires. Genre aujourd'hui, tu peux pas te passer d'un... Enfin, c'est pas pour rien si on parle de la fracture numérique. Tu ne peux pas te passer d'un abonnement Internet aujourd'hui. Tu ne peux pas te passer d'un abonnement Internet. Et même, je vous le disais tout à l'heure, même les abonnements Netflix, c'est-à-dire le fait de fustiger les pauvres comme ça en disant, comme Emmanuel Macron tout de même, on consacre moins à l'alimentation alors qu'on prend un abonnement VOD. Ce qu'il répète presque textuellement au Salon de l'Agriculture. En on, il le répète presque textuellement. Bon. C'est totalement ignorer la place, c'est important de dire ça, c'est totalement ignorer la place qu'occupent aujourd'hui les plateformes de diffusion dans nos vies sociales. Moi, quand j'étais gamin à l'école primaire, et que j'étais dans la cour de récré, ce dont on parlait, c'était l'épisode de Dragon Ball Z qui avait été diffusé la veille dans le club Dorothée. C'était Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, voilà, c'était ça qui faisait commun. C'était ça qui faisait du commun, c'était ça qui rassemblait les gamins. Et vous voyez, moi j'ai le souvenir de copains à moi qui regardaient pas ces dessins animés-là parce que leurs parents disaient non, c'est des conneries, il faut pas regarder des dessins animés japonais. Et ben je peux vous dire que dans la cour de récré, c'était pas rigolo. Parce qu'ils se retrouvaient exclus d'une bonne moitié des discussions. Nous, on passait notre temps à refaire le combat entre Cell et Sangoku. On passait notre temps à imaginer ce qui allait se passer à la fin de l'arc des Chevaliers d'Or dans les Chevaliers du Zodiaque. Et ça occupait nos cours de récré. Et pendant ce temps-là, on avait des copains qui étaient là, qui écoutaient, qui regardaient. Et qui, parce que leurs parents disaient non, tu regardes pas ça, c'est violent, tu regardes pas ça, c'est pas bien, c'est des conneries, et qui se retrouvaient exclus des discussions. Donc, il faut se souvenir que les contenus culturels les plus consommés sont du commun, font société. Ça alimente les discussions à la machine à café, mais ça alimente aussi et surtout les discussions dans les cours de récré. Et que offrir à son gamin un accès à ces contenus-là, c'est aussi leur offrir un accès à leur vie sociale d'enfant. Sont-ils traumas ? Je ne crois pas. Trauma, peut-être pas. Encore que d'ailleurs, il faudrait leur demander. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des moments qui ne sont pas agréables pour un enfant. Et quand tu es parent, tu cherches à épargner à ton gamin dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, tu cherches à lui épargner, me semble-t-il, des expériences désagréables. Donc quand tu as ton gamin qui rentre de l'école et qui te dit « Maman, quand même, est-ce qu'on pourrait prendre un abonnement Netflix ? Parce que là, tout le monde parle de telle série, et moi, je ne l'ai pas vue, et je me sens vraiment exclu des discussions. » Ben, qu'est-ce que tu fais ? Tu lâches les 10 balles et tu prends l'abonnement Netflix, et c'est tout. Voilà, tu le fais. Tu lâches les 10 balles, tu te dis « Bon, allez, oui, je lâche 10 €. » Et quand Emmanuel Macron fait passer ça comme des dépenses superflues, comme des dépenses annexes, accessoires, comme du luxe, comme les pauvres gèrent mal leur argent, on en revient à cette idée-là. Les pauvres gèrent mal leur argent. En fait, non. Les pauvres arbitrent. Ils font un arbitrage. Et en fait, oui, parfois, quand tu peux te le permettre, tu te dis, allez, je lâche les 10 €. Je donne accès à mes gamins à Netflix, ça leur fait plaisir. Ils vont pouvoir voir les séries à la mode, ils vont pouvoir en parler avec leurs copains dans la cour de récré. Et puis, on va se serrer peut-être un peu plus la ceinture ailleurs. C'est un arbitrage. Mais en fait, tu n'arbitres pas entre... En fait, tu n'es pas irresponsable. C'est ça l'idée que renvoie Emmanuel Macron. Tu n'es pas irresponsable. Tu ne te dis pas « je vais préférer le loisir, je vais préférer les abonnements Disney+, et Netflix, et OCS Max, et que sais-je encore, parce que je suis manifestement un crétin, et que je ne sais pas gérer mon argent, et derrière, tiens, c'est marrant, j'ai plus d'argent à la fin du mois, je vais manger des pâtes. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est simplement que quand tu n'as pas les moyens, tu arbitres entre des nécessités différentes. La nécessité, oui, bien sûr, de faire bien manger tes gamins, et dans la mesure du possible, tu le fais. Et puis la nécessité aussi d'offrir l'accès à tes enfants à des contenus qui sont des contenus culturels et qui créent du lien social. Et c'est pas annexe. Et c'est ce que dit Denis Colombi, encore une fois, dans son livre « Où va l'argent des pauvres ?», où il dit, mais en fait, les pauvres gèrent particulièrement bien leur argent, justement parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, et qu'ils sont obligés d'optimiser au mieux leur budget, là où quand tu as du pognon, tu t'en fous, tu le prends ton abonnement Disney+, et puis si tu regardes pas Disney+, qu'est-ce que c'est 10 balles, tu vois. Donc
Donc vous voyez, il y a quelque chose d'insupportable chez Emmanuel Macron. D'insupportable. Et effectivement, et même dans ce qu'il dit sur LCI, pub, putain de pub, hein. Pub, j'attends. Encore de la pub. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ici aussi, il faut qu'on paye l'abonnement Disney+. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien... Moi aussi, il faut bien que je paye mon abonnement Disney+, pour... pour pouvoir voir le prochain Deadpool, évidemment. Alors, je fais pas de pause, hein, on garde l'antenne, mais je vais remercier les subs, il y en a eu plein, donc je profite de la pub pour remercier les subs. Il y a eu le train de Cap Adoré, hein, n'oubliez pas. Alors c'est parti, toc toc. Alors attention, hein, je remercie tout le monde, ça va... préparez-vous parce que là ça va enchaîner. Alors, Lonia Aendil qui a Prime, merci infiniment. Super Balou 31, incroyable, qui Prime, merci beaucoup. Scabold qui offre un sub, merci infiniment. Monsieur Yogis qui offre un abonnement, merci beaucoup. Flogarco qui a offert 5 subs, merci 1000 fois mon cher Flogarco, c'est très généreux, c'est très gentil, merci à toi. Cresgo qui s'est abonné, merci, bienvenue. Rouparo, deuxième mois, merci, bienvenue mon cher. Blors Arzan qui offre 5 subs, merci infiniment mon cher Blors, merci beaucoup. Tanguive 83 qui s'est abonné, merci, bienvenue. Mac Tuzar qui s'est abonné pour 6 mois, merci infiniment mon cher. Julia Tisloff qui s'est abonné, merci beaucoup cher Julia. Galatrizouz qui s'est abonné, merci beaucoup. Arakiis qui Prime, merci infiniment. Luc c'est moi, je l'ai. Eh bien merci Luc pour ton Prime, 6 mois d'abonnement, c'est beau. Ride Local qui s'est abonné, merci mon cher. Eyatos qui offre un sub, merci infiniment. Terrama, j'ai cru Télérama. Terrama qui Prime, merci beaucoup. Dadao qui offre 500 bits, merci mon cher. Charogne avec un S qui s'est abonné, merci. Lanef 1989 qui s'est abonné pour 6 mois, merci beaucoup. Queen Lambas, je ne sais pas, merci pour ton sub offert, merci infiniment. Un anonyme qui offre un sub, merci à toi. Totor65 qui s'abonne avec Prime, merci beaucoup. Guki Vaya qui s'est abonné, merci beaucoup. Night Sarix qui Prime, merci infiniment. Tios qui s'est abonné, merci beaucoup. Tartifleux qui Prime, c'est incroyable, ainsi que Jod qui s'est abonné, merci beaucoup. June00 qui s'est abonné également, merci beaucoup. Demoros qui offre un sub, merci infiniment. Arkanger 1, 2, 3, 4 qui s'est abonné, merci beaucoup. Saries qui renouvelle son Prime, merci pour le spectacle, merci à toi, merci beaucoup. Poitrilodite 27 mois, hype, merci 1000 fois mon cher, incroyable, hein, 27 mois, il faisait partie des tout premiers sur cette chaîne. Steen 2 mois, merci beaucoup, merci pour ton cœur, ainsi que c'est qui l'a dit qui offre un sub, ça y est, les mêmes de la chaîne, c'est qui l'avait dit. Merci beaucoup mon cher. Axil qui Prime, merci infiniment. Ezrian qui s'est abonné de niveau 2, c'est fou, merci infiniment. Delawin qui Prime, merci beaucoup. Inalix qui Prime, merci infiniment. Et Serendipity 74 qui Prime, merci infiniment. Wouh, voilà qui ne va pas faire du bien à ma voix. Incroyable. Cette pub, c'est plus au chapeau. C'est aura la casquette. Il faut payer l'abonnement Amazon Prime. Hein. Merci Anotsu TV. C'est surtout pour pas avoir la pub. Merci beaucoup. Merci les amis. Donc, Croquette Enjaille. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, mon cher Croquette Enjaille, pour ton Prime. 12 pubs ici. Bah, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, il faut payer. Livianil, merci infiniment. 12 pubs, mais c'est max 3 minutes de pub, hein, maximum. Donc il faut compter en minutes, pas en nombre de pubs. Voilà. Je crois que le président a démenti ses propos. Mais justement, là, c'est ça qui est intéressant. Putain, je pense à Pemph qui va devoir faire une version montée de tout ça. Miskin. Cœur sur toi, Pemph. En fait, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on n'est pas en train d'analyser ses propos tenus en une. Enfin, si, on les a analysés. Et j'ai déjà dit que j'y voyais un énorme mépris de classe. Et effectivement, il les a démentis. Donc là, on est en train d'analyser le démenti. Vous voyez? Donc là, j'analyse les propos qu'il a tenus au Salon de l'Agriculture, qu'il a dit explicitement. Et explicitement, Emmanuel Macron qui dit, en le déplorant, il dit en le déplorant, donc quelque part en stigmatisant les Françaises et les Français qui feraient selon lui ce choix, car il en parle comme d'un choix, il dit « Les Françaises et les Français consacrent de moins en moins d'argent à leur budget alimentation. Sous-entendu, ils se préoccupent de moins en moins de bien manger, parce qu'ils dépensent de plus en plus.
ils dépensent de plus en plus pour leur logement et pour les abonnements télécom et les abonnements télévision, dit-il. Et on a regardé les chiffres et on a vu qu'en réalité, dans le budget des Français depuis 1961, la culture avait à peine augmenté de 2%. Et que ce qui a augmenté de manière démesurée, les dépenses contraintes qui ont augmenté de manière démesurée, et je vous renvoie à l'article de l'INSEE qu'on lisait ensemble tout à l'heure, ce sont les dépenses de logement, qui sont des dépenses contraintes, auxquelles les gens ne peuvent rien. Quand tu n'as pas d'argent, oui, la première chose que tu payes, c'est ton loyer. Quand tu n'as pas de sous, ta première préoccupation, c'est de mettre un toit au-dessus de ta tête. Et ensuite, on voit pour le reste. Et donc, chez Emmanuel Macron ici, il y a une forme de stigmatisation de la pauvreté. Il y a en creux, en filigrane, dans ses propos, l'idée que les pauvres géreraient mal leur argent et que c'est de leur faute s'ils mangent mal. Et donc, par extension, c'est de leur faute si les agriculteurs vivent mal. C'est ça qu'il dit, Emmanuel Macron, c'est ça qu'on entend. On entend l'idée que c'est de la faute des pauvres s'ils mangent mal, s'ils se nourrissent mal, s'ils vivent mal. C'est de leur faute puisqu'ils dépensent plus d'argent ailleurs. Et donc, par extension, le malheur des agriculteurs qui sont si mal payés, qui sont si mal soutenus, qui ont tant de mal à écouler leurs produits, c'est de la faute des pauvres aussi. Donc, vous voyez là, il y a une stigmatisation de la pauvreté qui est certes implicite, qui est certes en filigrane dans les propos qu'il tient au Salon de l'Agriculture, mais que l'on entend malgré tout, que l'on entend nettement, et que l'on retrouve dans les propos tels qu'ils sont rapportés de lui les dénie. Lui dénie les avoir tenus. Bon, c'est parole contre parole, mais que l'on retrouve de manière explicite dans les propos tels qu'ils sont rapportés par tout de même 4 participants à la même réunion. 4 participants à la même réunion. Donc, encore une fois, on est dans une entreprise de stigmatisation de la pauvreté. On est dans la volonté de pointer du doigt les pauvres, en sous-entendant qu'ils géreraient mal leur argent, qu'ils ne seraient pas capables de savoir ce qui est bon pour eux. On est de retour dans le paternalisme le plus cru. La bienveillance. Vous savez, cette bienveillance qu'Emmanuel Macron revendique et qui signifie, c'est ça la définition d'être bienveillant, c'est savoir ce qui est bon pour l'autre. Là, on est dans la bienveillance. Vous voyez, la bienveillance, c'est ça. C'est le président de la République qui prétend savoir mieux que les pauvres ce qui est bon pour les pauvres. Et donc stigmatiser leur choix en disant, voilà, vous ne savez pas où vous mettez leur argent. On est bien sûr dans le mépris de classe le plus souverain et dans le cynisme le plus absolu, puisque, encore une fois, je le rappelle, parce que le cynisme ne s'arrête pas là. Encore une fois, la réalité, c'est que si les pauvres sont dans cette situation, c'est d'une part parce que leurs dépenses de logement ont augmenté. Or, souvenez-vous, Emmanuel Macron a annoncé, c'est pas Emmanuel Macron, Gabriel Attal a annoncé, souvenez-vous, Gabriel Attal a annoncé dans son discours de politique générale qu'ils allaient remettre en cause la loi SRU, la loi sur le logement social, pour permettre aux communes qui le désirent d'atteindre leurs 20 ou 25% de logement social avec du logement dit intermédiaire, c'est-à-dire du logement pour les classes moyennes et aisées. Autrement dit, Gabriel Attal annonce, écoutez bien ce que je vous dis, Gabriel Attal annonce, c'était son discours de politique générale, on l'a décrypté en direct, enfin pas en direct, mais on l'a décrypté sur la chaîne. Gabriel Attal annonce qu'on va diminuer le nombre de logements sociaux. On va desserrer l'obligation pour les communes de construire des logements sociaux, donc des logements pour les plus pauvres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les plus pauvres, qui ont d'ores et déjà aujourd'hui le plus grand mal à avoir accès à un logement social, vont avoir encore plus de mal. Ça veut dire que la dépense de logement va encore augmenter pour les Français les moins aisés. Ça veut dire que les Français les moins aisés vont encore moins pouvoir consacrer leur budget à l'alimentation. Et c'est ce que Emmanuel Macron est en train de stigmatiser. Emmanuel Macron qui dit « la solution pour que les Français se nourrissent mieux, c'est qu'ils suppriment leur abonnement Netflix à 10 balles ». L'abonnement Netflix qui parfois, on l'a dit, permet l'insertion de leurs gamins dans la vie sociale de la cour de récréation. C'est pas du superflu. Emmanuel Macron qui dit « la solution, c'est que les plus pauvres suppriment leur abonnement Netflix ». Quelques semaines à peine après que le gouvernement ait annoncé abandonner le chèque alimentaire, promis de longue date, promis de date en date, promis depuis plusieurs années, après que le gouvernement ait annoncé supprimer le chèque alimentaire. Supprimer le chèque alimentaire.
tout en continuant de vouloir généraliser le SNU, ce qui va coûter des milliards. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer ? Et tout ce que je dis là est factuel. Je ne fais que resituer côte à côte des déclarations qui ont eu lieu ces dernières semaines. D'un côté, on dépense des milliards pour le SNU, pour que les gamins défilent au pas en portant des casquettes sous le drapeau. Et en même temps, on dit qu'on abandonne le chèque alimentaire, ce qui aurait permis de desserrer justement la pression de la hausse de l'alimentation sur les budgets les plus faibles. En parallèle, on desserre la loi SRU. Ça veut dire qu'on va encore davantage limiter le nombre de logements sociaux. Ça veut dire qu'on va encore davantage limiter le nombre de logements sociaux accessibles aux plus pauvres. Donc on est en train d'abandonner une politique publique qui aurait pu permettre aux pauvres de s'alimenter mieux. On est en train de desserrer une politique publique qui permettait, de manière très imparfaite, de manière très insuffisante, mais qui permettait néanmoins aux plus pauvres de se loger. On va encore augmenter la dépense de logement dans le budget des plus pauvres, qui a déjà augmenté de manière démesurée ces 10 dernières années. Et en parallèle, Emmanuel Macron, au Salon de l'Agriculture, prétend que si les pauvres n'arrivent pas à se nourrir, c'est à cause de l'abonnement Netflix. Est-ce que vous percevez le cynisme de cette déclaration ? Vous voyez, la déclaration en une de la Marseillaise, elle était inacceptable. La déclaration en une de la Marseillaise, elle était insupportable. Parler des smicards dans ce contexte, avec cette phrase, c'était un mépris de classe insupportable. Emmanuel Macron nous dit « Je n'ai jamais dit cela ». Soit. Alors appuyons-nous sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit revient exactement au même. Ce qu'il a dit revient exactement au même. Ça revient à une stigmatisation des plus pauvres. Ça revient à donner l'impression qu'ils ne sauraient pas gérer leur argent. Alors que tout ce que subissent les plus pauvres aujourd'hui, c'est une augmentation des dépenses de logement à laquelle ils ne peuvent rien. C'est une augmentation des dépenses d'alimentation à laquelle ils ne peuvent rien. 25% de hausse des produits alimentaires. Que fait le gouvernement ? Le chèque alimentaire ? Non. Du logement social ? Non. Ce qu'il fait, c'est le SNU qui coûte des milliards. Et en parallèle, il stigmatise les plus pauvres parce qu'ils ont eu l'audace de prendre un abonnement Netflix à 10 €. Je vous laisse seul juge. Bien. Écoutez, voilà. Voilà. Ah, c'est bon. On s'est bien défoulé. Ça me fait mal au ventre. Ah bah désolé. Oui, désolé. Désolé. C'est déprimant. Ah mais après, j'ai toujours dit qu'il fallait pas venir sur ce stream si vous aviez... j'ai jamais nié que ce stream avait une petite capacité. Voilà, c'est un peu le stream du seum, hein, ça j'ai jamais nié. Après, s'il faisait pas n'importe quoi aussi, peut-être qu'on serait pas semé. Bref. Voilà, écoutez, c'est la bonne ambiance, quoi. Tu m'as dégoûté de mon clavier, de mon caviar. Tu m'as dégoûté de mon caviar. Bref. Voilà, hein, c'est les faits. Moi, je... Et alors c'est marrant parce que vous savez, les gens me disent, depuis que je fais ce stream, le café rhétorique, les gens me disent, c'est marrant, on me découvre plus vénère et plus politisé. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que... plus politisé. Là, dans ce que j'ai dit, il y a une... Vous voyez, dans ce que j'ai dit, il y a une connotation politique qui est vraie. Hein, c'est qu'il y a une opinion politique que je donne et que j'assume. Et c'est vrai que c'est une opinion. C'est... l'idée que la seule opinion politique dans ce que je viens de dire, et c'est une opinion politique, c'est le SNU, c'est un gadget inutile, et rétrograde. Voilà, c'est ce que je pense, c'est mon opinion. J'assume rarement en réalité mon opinion sur des politiques publiques de manière aussi crue, mais là-dessus je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé, mais je l'ai dit au micro de France Info. Ouais, c'est marrant, les gens me disent « Ah bah dis donc, depuis que t'es sur Twitch, t'es plus politisé », mais les amis, fustiger le SNU, je l'ai fait au micro de France Info, chronique service public, enfin je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Donc peut-être pas, je l'ai peut-être dit dans des termes un tout petit peu plus polis, mais si vous écoutez la teneur, c'est la même chose. Donc en réalité, si vous laissez ça de côté, ça j'assume, hein, j'assume de dire que quand tu es dans un pays où le taux de pauvreté explose, où les gens n'arrivent plus à s'alimenter, où ils n'arrivent plus à se loger, mettre des milliards pour que les jeunes défilent au pas
en portant des casquettes sous le drapeau, le tout au détriment du temps scolaire, il me semble, oui, que c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà, je l'assume. Je trouve ça scandaleux. Ça me tord le ventre de penser à ça. Donc voilà, ça, j'assume, c'est une opinion politique. Vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est vraiment, elle vaut pas plus. C'est une opinion qui ne vaut absolument pas plus que la vôtre. Oui. Donc ça, c'est une opinion politique. Mais tout le reste de ce que je dis, c'est que factuel. Enfin, je veux dire, vous avez vu, non seulement c'est factuel, mais même quand je suis tombé sur des graphiques qui étaient contradictoires, je les ai totalement abandonnés. J'ai changé mon fusil d'épaule pour utiliser des chiffres de l'INSEE. Enfin, je veux dire, c'est les chiffres de l'INSEE, quoi. Donc, c'est marrant, quoi. Les gens, en fait, les gens ont l'impression que je suis plus politisé simplement parce que je suis un peu plus naturel et un peu plus vénère. mais le fond de mon propos, c'est toujours le même, quoi. Il n'a pas changé, hein. Il n'a pas changé, il n'est pas plus politisé et pas moins qu'avant. Bref. La première fois que je vous ai... Ah non, mais par contre, faut pas... c'est qui l'a dit. Tu peux pas avoir comme pseudo c'est qui l'a dit et me vous voyez, on est sur Twitch, hein. C'est Team Tutoiement ici. Hein. Sauf si j'ai des étudiants sur Twitch. Pour vous, c'est vous. Vous savez que c'est le... J'ouvre une parenthèse, mais c'est vrai que c'est le... Parce que je continue d'enseigner, hein. Je continue d'enseigner à Sciences Po. Et du coup, tradition de l'enseignement et tradition très importante, vouvoiement avec les étudiants évidemment pour mettre de la distance, c'est capital. Et puis ça prémunit, ça prémunit contre tout. C'est important qu'il y ait le plus de distance possible avec ses étudiants. C'est un cadre quand même très particulier, l'enseignement. Donc je continue de vous voir mes étudiants. Franchement, honnêtement, c'est un des derniers cadres un des derniers contextes où je vous vois les gens. Moi, j'ai tendance à tutoyer très facilement, et notamment sur Twitch où bon, le tutoiement est quand même de mise. Et du coup, c'est un peu un problème parce que j'ai mes étudiants que je vous vois en cours et je sais qu'il y en a certains qui squattent les live Twitch de temps en temps et qui là se retrouvent tutoyés subitement. Donc voilà, c'est là où il y a un peu de discordance. Mais c'est important de savoir garder les bonnes traditions dans les bons contextes. Team tutoiement ici pour mes cours, je préfère. Alors après, il y a des contextes, il y a des contextes culturels différents. Je sais que dans les cours de sciences, de maths, d'info, je sais qu'il y a plus, pour ce que je connais, en tout cas pour ce qu'on m'en a dit, ce que m'en ont dit mes copains, je sais qu'il y a plus de facilité au tutoiement. Mais pourquoi mettre cette barrière ? Bah, je trouve que c'est important de garder une barrière avec ses étudiantes et ses étudiants. Je trouve que ça ouais, je trouve ça important. Jamais vous voyez mes élèves. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Team vouvoiement puis peinte avec les étudiants. Ouais, oui, c'est full maths, effectivement. Voilà, les maths, c'est une autre culture. Hein. Et les maths et l'info, c'est une autre culture. Mais en sciences sociales, tu as encore la culture du vouvoiement. Et honnêtement, c'est bien. Ça met une distance. Et c'est important de garder... c'est une situation d'autorité, l'enseignement. Même si, bon, moi, je crois pas être un prof très autoritaire. mais c'est quand même une situation d'autorité. Et c'est important de garder une barrière. Voilà, ça prémunit contre tout ce qui pourrait mal se passer. Et c'est important... c'est un contexte où tu peux pas avoir trop de proximité parce que tu es en situation d'autorité. Et en fait, quand tu es... Enfin, pour moi, après moi, je vous dis ce que moi je pense. Hein. C'est la déontologie que je m'applique, mais j'entends tout à fait qu'on puisse avoir une autre vision. Mais à titre personnel, voilà, je ne vous donne que comme moi je vis les choses. Je trouve que quand tu es enseignant, tu es en situation d'autorité. Et quand tu es en situation d'autorité, tu peux pas te permettre trop de proximité avec des étudiants que parfois, d'ailleurs, tu rencontreras. Ce qui, moi, m'est arrivé à de multiples reprises. J'ai des étudiants qui sont devenus des collègues, j'ai des étudiants qui sont devenus des amis, mais après, quand tu n'es plus dans un rapport d'autorité, quand tu n'es plus dans un rapport de prof à élève. Quand tu es dans un rapport de prof à élève, pour moi, il faut garder une distance parce que tu es en situation d'autorité et pour moi, ça t'impose une énorme responsabilité. Donc voilà, je fais très, très attention à ça, quoi. Mais du coup, c'est le seul contexte où je vous vois et, et ça donne une petite distorsion, évidemment. Petite distorsion. Mais dans les cours, j'incite plutôt au tutoiement pour inviter à l'échange et aux discussions qui sont plutôt freinées par le vouvoiement. Bah ouais, j'entends tout à fait. Moi, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose, mais en tout cas que ça nuit pas aux échanges. Mais après, moi, j'ai un cours de rhétorique, donc c'est quand même heureusement qu'il y a de l'échange, j'ai envie de vous dire. Surtout en tant que personne publique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et j'ai toujours eu cette position-là. A fortiori même, parce qu'aujourd'hui, bon,
Vous le savez, hein, team presque quarantenaire ici, hein, j'ai 39 ans, bientôt 40. Là, le compte à rebours défile, c'est terrible. Donc là, maintenant, il y a une distance naturelle avec mes étudiants parce qu'on a vraiment plus le même âge. Mais au début, quand moi j'ai mes premiers cours à Sciences Po, j'avais 23 ans. Et pour le coup, j'avais très peu d'écart avec mes étudiants. Et là, le vouvoiement, il est hyper important. Parce que justement, la barrière, elle est nécessaire. Parce que sinon, en fait, t'as le même âge qu'eux ou t'as quelques années de plus à peine, quoi. Et donc là, au contraire, c'était rendu encore plus nécessaire, quoi. Je laisse le choix. Ouais. What the fuck, je t'en donne 30 max. Bah ouais, je sais que je suis un peu plus jeune que mon âge. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je vous vois. Je sais que je suis un peu plus jeune, mais c'est très bien, c'est très bien. Longtemps, j'ai déploré faire plus jeune que mon âge. Ça a longtemps été un inconvénient et c'est en train de devenir un atout, quoi. Mais non, bientôt 40, les amis, hein. bientôt 40. Après, je dois avouer que alors, j'ai un setup, j'ai un éclairage pour mon stream qui est particulièrement bien pensé, je dois l'avouer. Et donc, c'est vrai que ce stream me fait particulièrement une peau de pêche. Vous voyez, c'est vrai que j'ai quand même un teint resplendissant. Le teint dans la vraie vie, on est plus team cerne saltimbanque du soir, on fait ce qu'on peut, vous voyez. Mais c'est vrai que mon éclairage, et pas de maquillage, hein, attention, hein, c'est un stream garanti 100% sans maquillage, mais c'est vrai que j'ai réussi mon éclairage, je suis très content, j'ai très bien travaillé, donc c'est la crème quantique, absolument. Le Benjamin Burton de Twitch. Non, quand même, vous pouvez pas dire ça. Depuis que je me suis rasé le crâne, j'ai quand même l'air un peu plus âgé. J'ai pris 5 ans. J'ai pris 5 ans en 20 secondes quand je me suis rasé le crâne, quand même. Mais par contre, no make-up, hein, team no make-up. Pas sur scène. Sur scène, je mets un tout petit peu de poudre quand même pour unifier un peu. Mais team no make-up, quand même. Hein. Par contre, à 40 ans, on devra te vous voyez aussi sur Twitch. Terrible. Le teint, je vais mourir de fatigue, mais j'aimerais bien tenir encore un peu. Oui, c'est ça. Clairement, aimerais-tu participer à Question pour un champion? Surtout pas. Vraiment, surtout pas. Alors, sachez que moi, ces jeux-là m'angoissent énormément. Les jeux de culture G m'angoissent énormément parce que, croyez-le pas, j'ai des trous, mais béants dans ma culture générale. En fait, j'ai vraiment une culture G en gruyère. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de domaines sur lesquels j'ai une connaissance approfondie. Genre vraiment, il y a pas mal de domaines où je suis pas intestable, hein, bien sûr, pas puriste, mais où quand même, enfin vraiment ça va, quoi. Et il y a d'autres domaines où je connais R, mais vraiment rien. Et en fait, c'est un peu en vrai, le mot est ultra galvaudé, mais j'ai un peu une culture geek, entre guillemets, geek au sens où quand je me prends d'intérêt pour un sujet, je le geek. Donc j'acquiers pas mal de connaissances. Et à côté, quand un sujet m'intéresse pas, il m'intéresse vraiment, vraiment pas. Et du coup, je fais aucun effort. Et donc, typiquement, sur la géographie, je suis une calamité, quoi. Sur la géographie, je suis une calamité. Sur certains pans de l'histoire qui m'intéressent pas, je connais, mais j'ai pas le moindre repère, alors que j'ai fait des études d'histoire. Hein. Mais sur certains... voilà, le sport, par exemple, mais j'y connais rien du tout, quoi. Sauf si vous voulez des petits conseils pour optimiser vos séances de muscu. J'ai fait très peu de musculation, mais comme tout ce que j'ai fait, je l'ai geeké, donc j'ai des connaissances théoriques très fortes. Connaissances pratiques, bah, vous voyez le résultat, c'est pas incroyable. Mais connaissances théoriques, c'est... Ouais. Bref. Donc, chacun ses domaines. Non, mais la plupart des gens... Enfin, je vois, il y a beaucoup de gens qui ont une culture G un peu avec des bosses et des creux, quoi. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'ils connaissent un peu mieux, des trucs qu'ils connaissent un peu moins bien, mais il y a beaucoup de gens, et notamment, c'est important pour Question pour un champion et pour ces trucs comme ou le Trivial Pursuit, tu vois. Le Trivial Pursuit, c'est important d'avoir une culture comme ça. Et moi, en fait, le Trivial Pursuit, il y a des trucs très précis sur lesquels je suis intestable, et il y a des machins vachement simples où je suis pas capable de répondre, tu vois. Donc, bref. Donc voilà, et moi ça m'angoisse vachement. Du coup ces émissions-là ou ces jeux-là m'angoissent vachement parce que en fait je suis renvoyé. Pour moi c'est très douloureux parce que ça me renvoie justement à tous les trous dans ma culture. Et autant, vous voyez c'est un truc intéressant ça que je peux dire. Autant, non mais Capital de Spine, respectez-moi quand même. Mais autant... Enfin, vous voyez, moi, je considère qu'il n'y a pas de sous-culture et qu'il faut jamais shame quelqu'un pour sa culture. C'est-à-dire que ta culture, tu l'hérites en partie. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai une bonne culture science-fiction, heroic fantasy. Parce que j'aime ça, parce que j'en ai beaucoup lu, parce que j'en ai beaucoup vu, parce que ça me plaît. Mais j'ai aussi une bonne culture science-fiction, heroic fantasy et même polar, parce que il se trouve que ma mère, par exemple, elle est passionnée
Et elle a toujours été passionnée de science-fiction, heroic fantasy, polar. J'ai grandi dans une maison où il y avait un mur de livres. Vous les connaissez, si vous êtes des anciens, vous connaissez. Il y avait un mur de livres folio SF avec la couverture argentée. Vous voyez, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais les folios SF, ils avaient une couverture argentée. Et donc, j'ai grandi avec, depuis que je suis tout petit, dans l'appart de mes parents, il y avait un mur. Dans leur bibliothèque, il y avait un mur de livres en couverture argentée. Ouais. Et donc, aujourd'hui, j'ai une culture science-fiction, heroic fantasy qui est pointue, mais je l'ai héritée. J'ai aucun mérite à avoir cette culture-là. Le jour où j'aurai des gamins, ils auront une culture politique et historique et ultra pointue, mais ils auront aucun mérite à l'avoir acquis. C'est juste que voilà. Donc, en fait, ta culture, tu l'hérites en grande partie. Rincevent, évidemment, bien sûr, évidemment. Rincevent, tout à fait. Le disque monde, évidemment. Terry Pratchett, incroyable. Alors, du contrevent, merveilleux. Asimov, tout à fait. J'ai lu tout ça, oui, j'ai lu tout ça. Et vous voyez, ta culture, tu l'hérites. Et donc moi, j'ai toujours fait partie des gens qui disent il faut pas shame quelqu'un pour sa culture, et j'essaye. Vous voyez, tu sais, quand tu as quelqu'un, vous avez forcément déjà vécu et peut-être fait vivre ça. Vous savez, quand tu es dans une discussion et tu cites un truc, tu cites un film, et tu as quelqu'un en face qui dit ah, je sais pas, je connais pas. Et vous savez, cette réaction de oh, comment tu connais pas ça? Mais moi, je pourrais frapper les gens qui disent ça. Je vous jure, ça me rend violent. Je pourrais frapper les gens qui disent ça. Oh, comment tu connais pas ça? Je trouve que c'est vraiment renvoyer les gens. Alors, c'est vraiment discréditer. Et en fait, c'est des petites humiliations au quotidien qui renvoient à un manque de culture. Frappe-moi, Clément. Alors qu'en fait, les gens ne sont pas responsables, en fait. C'est juste que, tu vois, toi, des fois, tu as l'impression que... Genre, par exemple, tu vois, c'est beaucoup sur les films. Moi, je suis pas trop cinéphile. Vous voyez, par exemple, j'aime bien le cinéma, mais il y a plein de classiques que j'ai pas vus. Je suis pas très cinéphile, quoi. Et je le dis, et j'en suis pas fier, mais c'est vrai que j'ai d'énormes trous dans ma culture cinéma, énorme, quoi. Mais en fait, parce que mes parents étaient pas très cinéphiles, et voilà, j'ai jamais trop été éduqué à ça, et j'ai jamais vraiment rencontré le cinéma à un moment donné dans ma vie. J'ai rencontré d'autres choses, mais pas le cinéma. Et donc, moi, très souvent, on me cite un film et je ne l'ai pas vu, tu vois. Et c'est des grands classiques de Godard des années 70 ou des années 90 et tout. Et en fait, et je trouve que c'est d'une grande violence, en fait, de renvoyer quelqu'un à son inculture dans un domaine alors que il n'est pas responsable. C'est juste qu'il n'a pas hérité cette culture-là. Et puis après, il ne l'a jamais rencontrée. Puis ça arrive. Voilà, moi, par exemple, la culture de l'opéra, je l'ai rencontrée il y a quelques années. Mais vous me parliez d'un opéra il y a 4 ans, mais j'étais là genre ouais, je sais pas, ouais, opéra, je sais pas. Bon voilà, aujourd'hui je l'ai rencontré, donc là maintenant c'est bon, je suis dans le game, je connais un peu mieux, c'est même en train de devenir des mèmes sur la chaîne, etc. Mais t'es pas responsable de ta culture. Donc voilà, moi je suis team, il faut pas shame les gens sur leur culture. Et voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, si je peux me permettre un deuxième conseil. Quand vous voyez quelqu'un qui connaît pas un truc qui pour vous est l'évidence, essayez peut-être, voilà, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais essayez peut-être d'éviter de réagir en disant comment tu connais pas ça, parce qu'en fait peut-être, tu vois, en disant ça tu vas renvoyer quelqu'un à son inculture, alors que non, la personne peut-être elle connaît pas ça parce que juste c'est comme ça, quoi, tu vois, elle a pas grandi dans le même milieu que toi, elle a pas eu les mêmes cours particuliers gratuits que toi avec tes parents. Peut-être même que toi, c'est juste que t'as eu la chance entre guillemets de rencontrer cette culture à un moment donné, puis de la geeker, et du coup pour toi ça devient naturel, mais en fait pour les gens ça ne l'est pas. Donc voilà, et en fait les jeux de culture générale me renvoient à ça. C'est-à-dire les jeux de culture générale me renvoient à mes trous dans ma culture, et ça me complexe, et ça me saoule d'être complexé sur un truc où moi-même je revendique. Et je prône le fait de dire il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas d'infraculture, et on n'est pas responsable de la culture qu'on a en partie hérité. Donc voilà, donc c'est pour ces raisons-là que je suis toujours... en fait, ça m'angoisse vachement, Trivial Poursuite et Question pour un champion, parce que ça me renvoie à ça, quoi. Donc c'est pour ça que je participerai jamais à Question pour un champion. Mais après, je shame pas non plus les... Voilà, on salue l'ami Samuel Etienne, évidemment, et on salue tous les amoureux et amoureuses de Questions pour un champion. Je sais que c'est quelque chose c'est une émission qui plaît à beaucoup de gens et qui exalte la culture, et c'est très bien, c'est juste que c'est pas pour moi, quoi.
C'est pas pour moi, ça m'angoisse trop. Ça existe encore, question pour un champion. Bah, s'il vous plaît, respectez Samuel Etienne. Sous-culture, oui, non, mais c'est bon, je connais les débats sur la sous-culture. Je connais les débats sur la subculture, je connais, je sais. Mais vous savez que dans le langage courant, c'est utilisé. Quand on dit le rap est une sous-culture, on ne veut pas dire que c'est une subculture qui est connue par des groupes sociaux spécifiques et dessinés. On veut dire que c'est une culture inférieure, vous le savez. Essayez pas de me prendre là-dessus, j'ai quand même eu quelques cours de sociaux, j'en ai donné. Quand même. Bref.